Bonsoir à tous et toutes. Je suis Michela Petrini, chargée de mission égalité entre les femmes et les hommes des Sorbonne Université. Et je voulais d'abord vous remercier d'être là. Cette conférence, avec les deux autres qui suivent demain et après-demain, s'insère dans une série d'activités et d'événements qu'on a nommé la rentrée d'égalité, qui vont investir les campus de Sorbonne Université pendant ces 3 jours, donc documentaire, animation et tout. Et ces 3 conférences qu'on a organisées un peu d'une manière historique, c'est-à-dire on explore quelles sont les, entre guillemets, origines des inégalités qu'on observe dans la société entre les hommes et les femmes, comment elles opèrent dans nos vies, nos actions, nos pratiques, et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et ces successions, c'est un peu le sens qu'on veut donner à la rentrée de l'égalité, parce que depuis quelques années, l'égalité entre les hommes et les femmes, ou bien l'inégalité qui existe toujours, a pris une place importante dans les débats dans la société et dans l'université. Il y a beaucoup de réflexions. Je pense que désormais, il y a une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Il y a des idées. Et je pense qu'on entre une phase où il faut mettre en pratique ces idées. Donc, pour vraiment des politiques pour créer une culture de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pour faire ça, il faut que, dans notre cas, toute l'université y participe. Donc tout le monde se sente concerné par cette question. Et ça, c'est l'idée de la rentrée. Donc c'est un début pour dire à tout le monde qu'en réalité, c'est toute l'université qui doit participer à cet effort. Donc j'espère qu'on va y réussir. Et merci beaucoup. Et je laisse la parole à Benjamin Thierry, qui est historien à Sorbonne Université et qui va animer la soirée de ce soir, la première soirée. Au revoir. Merci beaucoup, Michela, pour cette introduction. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, c'est un très grand plaisir d'animer cette première rencontre de la rentrée de l'égalité. Nous vous proposons ce soir une table ronde que l'on espère dynamique et pleine d'enseignements autour de 3 spécialistes de la question des femmes et du féminin, structuré autour de ce thème, les femmes oubliées des sciences et de l'histoire. Alors, bien entendu, rassurez-vous, j'espère qu'on ne conclura pas sur un constat totalement pessimiste. Vers 19h30, j'aurai la lourde charge d'interrompre les échanges pour vous proposer un moment d'échange avec la salle et également avec les gens qui sont en ligne et qui nous regardent. Alors, autour de moi, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Marilène Patoumatis, préhistorienne. Bonjour. Bonjour, Madame Patoumatis, spécialiste des comportements des Néandertaliens. Marilène Patoumatis est directrice de recherche au musée naturel, au Muséum national, CNRS. Attaché au muséum. Et attaché au Muséum d'histoire naturelle. Et l'autrice en 2020 d'un livre absolument passionnant, que je vous recommande d'ores et déjà, L'homme préhistorique est aussi une femme, chez Alary Éditions. C'est déjà tout un programme. À ma gauche, Isabelle Matamoros. Bonsoir. Qui est postdoctorante à l'UMR Ciris de Sorbonne Université. Elle est donc chez elle ici, et l'autrice d'une thèse absolument fascinante intitulée « Mais surtout lisez les pratiques de lecture des femmes dans la France du 1er 19e siècle » sous la direction de Christine Planté et de Rebecca Rogers, qui a été soutenue en 2017. C'est donc une éminente spécialiste de l'émancipation des femmes par le savoir dans le 1er 19e siècle. Et puis, Louis-Pascal Jacquemont, bonsoir. Merci bonsoir. D'être là avec nous, historien spécialiste du genre et de l'histoire des femmes à l'époque contemporaine, auteur d'une biographie remarquée qui nous est chère d'Irène Joliot-Curie en 2014 chez Odile Jacob, d'une histoire des femmes et du Front populaire en 2016. Il a également collaboré au dictionnaire des féministes en France du 18e au 19e siècle. Alors, dans le cadre de cette table ronde, j'aimerais commencer par vous interroger les unes et les uns pour savoir d'où vous parlez et comment vous avez rencontré la thématique du féminin, des femmes, de l'histoire, mais également de la préhistoire. C'est toujours un peu intimidant pour un historien de parler à une préhistorienne. Les échelles de temps atteignent des
proportions qui nous sont étrangères, mais comment les femmes ont fait irruption dans vos parcours personnels et professionnels, comment on en vient à travailler, entre autres, sur cette problématique. Marie-Hélène. La plus vieille. Alors, bonsoir à tous. Je remercie l'université de m'avoir invité à ce passionnant débat. Déjà, je voulais vous préciser que j'ai fait mes études ici, puisque je suis géologue de formation. J'étais donc à Paris 6, Pierre et Marie Curie, donc, pour ces études de géologie. Et ensuite, je me suis orientée vers les sciences humaines, parce que j'ai travaillé beaucoup sur, évidemment, la paléontologie, les animaux disparus, etc. Et j'ai eu un module sur les hommes préhistoriques, comme on disait. Et donc, je me suis dit, oui, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est, en fin de compte, le lien entre les deux, et notamment travailler sur les comportements les plus anciens qui remontent, donc, spécialement pour moi, aux Néandertaliens et aux premiers hommes modernes qui ont peuplé l'Europe. Et donc, j'ai fait, comme tout le monde, ma thèse. Puis après, j'ai eu la chance de rentrer au CNRS. Et au fur et à mesure que j'avançais dans ma recherche et aussi dans l'enseignement, à un moment donné, je me suis un peu agacée parce qu'on disait toujours les hommes préhistoriques, l'homme de Néandertal, l'homme de Néandertal. Et j'ai dit, mais c'est bizarre parce que, en fin de compte, c'est pas qu'un mot. C'est ça qui est important. Les mots, c'est signifiant. Parce qu'on me dit, mais non, c'est générique, en fin de compte, on veut dire les humains. Ben, vous n'avez qu'à dire les humains. Pourquoi Et en fin de compte, je me suis aperçue que derrière, il n'y avait que les hommes. C'est-à-dire que quand on parlait des comportements des humains préhistoriques, en réalité, on parlait surtout des activités supposées masculines. Et donc, c'est ça qui m'a amené à réfléchir sur cette problématique. Et mon questionnement était assez simple, en me disant pourquoi. Pourquoi, en fin de compte, encore maintenant, au XXIe siècle, pourquoi on a cette vision, pourquoi on parle comme ça, pourquoi c'est toujours les activités masculines supposées, en tout cas, mises en évidence dans les comportements de la préhistoire. Et j'ai cherché, et bien sûr, je me suis tout de suite inscrite dans le 19e siècle, puisque la préhistoire est une discipline, en tant que la reconnaissance de cette discipline, c'est très récent, hein, c'est au milieu du 19e siècle. Et donc, j'ai fait toute une réflexion pendant 3 ans sur ça, voilà, essayer de comprendre pourquoi les premiers préhistoriens avaient imposé, en fin de compte, des stéréotypes, des activités féminines, des activités masculines, qui ne reposaient, et je l'ai découvert, bien sûr, sur aucune réalité scientifique, archéologique. Et donc, j'ai essayé de comprendre, et c'est comme ça que j'ai construit ce travail. Et après, j'ai dit, évidemment, ça on déconstruit. Maintenant, il faut voir ce qu'on peut faire, et j'ai regardé du côté vraiment des vestiges archéologiques pour essayer de trouver les femmes et de voir si c'était vrai ce qu'on m'avait raconté, qu'il y avait ces fameuses divisions sexuelles du travail dès les origines, comme on dit. Isabelle Matamoros, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. d'Isaac Camus, vous aussi, vous avez voulu rétablir quelque chose ? Alors non, moi c'était venu un peu par hasard en fait, parce que quand j'ai commencé mes études à l'université au début des années 2000, j'étais à l'université Paris-Nanterre, on était dans ce qu'on appelle, même si j'aime pas trop en fait ces dénominations, dans une sorte de vague, de creux pardon, plutôt de la vague du féminisme. Et je pense que cette question-là n'était vraiment plus sur le devant de la scène. Et dans le champ de l'histoire et de l'histoire contemporaine, on commençait tout juste quand même à introduire la notion de genre, même s'il y avait déjà, je pense que Louis Pascal pourra en témoigner tout à l'heure, il y avait déjà une histoire des femmes qui s'était institutionnalisée et qui avait fait des productions extrêmement importantes. Mais voilà, on était quand même, je pense que c'était un peu un tournant, les années 2000, entre une forme d'institutionnalisation et des recherches qui n'étaient pas forcément encore tout le temps portées, accessibles au public. Et très concrètement, moi, j'ai eu un cours, quand même, un cours très important pour moi ensuite, et par rapport au sujet même que je continue à traiter aujourd'hui, un cours d'histoire du genre de Nicole Edelman, qui est une historienne des sciences, justement, et qui avait travaillé sur l'hystérie au XIXe siècle. Mais après, en fait, voilà, un peu le hasard. J'ai suivi en fait des recommandations les recommandations de mes professeurs qui m'ont orientée vers des thématiques.
et notamment l'histoire de la presse, l'histoire de la presse et l'histoire de la lecture, sans jamais me suggérer voilà, d'aborder cette question du point de vue du genre. Et en fait, c'est venu un petit peu au fur et à mesure de mes recherches où je me suis dit, oui, enfin, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Elles sont, on les présente. Je travaillais donc sur les lectrices, les lecteurs et les lectrices de presse au 19e siècle. Oui, elles sont toujours présentées comme des lectrices dominées, des lectrices de revues illustrées, de choses en fait futiles, qui ne s'intéresseraient jamais à la politique, etc. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres moyens? En fait, est-ce qu'elles s'en servent d'une autre manière de la presse et même de la lecture, pour avoir accès notamment à un savoir qui leur est refusé dans les cursus scolaires et universitaires. Et donc, j'ai décidé ensuite de faire ma thèse d'une manière plus générale sur la question de la lecture des femmes au 19e siècle. Et grâce au soutien de mes directrices de thèse qui m'ont vraiment encouragée, parce que c'était un sacré pari. Oui, Pascal Jacquemont, alors les commencements sont obscurs pour vous aussi? Oui, on aurait besoin d'un divan, si j'ai bien compris. On va rester en face à face. On va si rester vous le en voulez face bien. à face, d'accord. Bon, alors pour ce qui me concerne, c'est un peu une longue histoire, puisqu'il y a plusieurs épisodes. Je crois que j'ai eu la chance, en naissant, d'être élevé essentiellement par des femmes, puisque j'ai une jeune maman qui était fille-mère à 18 ans. C'était en 1948, donc vous imaginez bien que dans ces cas-là, mon prénom c'était Bâtard, hein, pour simplifier les choses. Et j'ai connu ma grand-mère, mais aussi mon arrière-grand-mère. Elle est décédée à 100 ans, elle était née en 1854. Et je me souviens de cette arrière-grand-mère qui me racontait beaucoup de choses. Et surtout, je me souviens qu'elle me racontait qu'elle tenait de sa propre grand-mère quelque chose qui la reliait à la Révolution française. Et ce qui la rattachait à la Révolution française, c'est que cette grand-mère, jeune fille, à 19 ans, était lavandière au Faubourg Saint-Antoine et qu'elle est allée un 5 octobre à Versailles pour ramener le roi. Vous connaissez l'histoire. Donc, d'une certaine manière, je crois qu'elle a semé une graine, quelque part, sur l'idée que les femmes étaient quelque part dans l'histoire. En consultant d'ailleurs un certain nombre d'ouvrages anciens d'histoire, d'enseignement, y compris de Mallet Isaac, cette histoire des femmes qui vont à Versailles, ça tient une ligne. Et encore, pas toujours. À l'école primaire, par exemple, ça n'existait pas. Ensuite, un deuxième déclic, si je puis dire. J'ai eu la chance d'être dans les lieux proches au moment à la Sorbonne, en 1968. Vous imaginez bien pourquoi. Et donc, la question féministe a commencé à se poser à ce moment-là, même si c'est plutôt 70 et 71 où les choses se sont cristallisées. Et par expérience, je me suis heurté à quelqu'un qui ne voulait pas qu'on participe aux réunions des femmes parce qu'elles étaient, ou des filles, des étudiantes, parce que ça devait rester un lieu clos. Ça rappellera des choses peut-être à certains. Troisième épisode aussi, pour fixer les choses, j'ai fait partie de la première génération de maîtres d'école qui ont été nommés dans les écoles primaires pour les maternelles. Et j'avais une inspectrice qui, au bout de 3 mois, m'a gentiment demandé d'aller ailleurs parce qu'elle considérait que mettre un homme dans les écoles maternelles, c'était peut-être dangereux pour les petites filles. Donc, vous voyez comment le sexisme peut fonctionner aussi dans d'autres sens. Enfin, dernier épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Perrault, Michel Zancarini-Fournel, Françoise Thébault, et de faire partie à la fois de Clio, le mouvement qu'elles ont créé, et les études des femmes, et également de faire partie de Mnémosine, donc l'association qui a été créée, qui rassemble des historiens et des historiennes spécialistes d'histoire des femmes et du genre. Et comme j'exerçais des fonctions d'inspecteur d'académie, j'ai pu mettre en place le premier colloque
pour la formation des enseignants du second degré concernant l'enseignement de l'histoire des femmes et du genre. C'était à Lyon, c'était en 2005. Voilà pour quelques épisodes. Il y en aura peut-être d'autres après. On l'espère, en tout cas. Toutes ces recherches, tous ces points de départ semblent avoir comme point commun, et pas uniquement la lutte contre l'invisibilisation des sujets qui sont les vôtres et que vous avez choisis. Alors cette invisibilisation, on lui donne des noms très différents, la subalternité du sujet féminin, son invisibilisation, la mise en minorité selon d'où on parle et ce que l'on voit. Comment on s'affronte à ce champ et à cette invisibilisation de l'objet qu'on souhaite travailler. Marilène Patou-Mathis. Déjà, il faut le rendre visible. Ça paraît simple comme réponse, mais c'est vrai parce que je vois dans ma discipline, moi-même, j'étais complètement formatée. C'est-à-dire que pendant des années, je ne me posais pas la question. Je travaille en particulier sur les comportements de ces humains. Et jamais j'avais pensé au départ, on m'avait dit, bon ben voilà, les inventions, par exemple la taille des outils, la maîtrise du feu, les chasseurs, enfin d'ailleurs les chasseurs, et puis par exemple même les peintres de la superbe grotte Lascaux, Chauvet, etc., ce sont des hommes, bon, c'est-à-dire qu'on ne s'interrogeait pas vraiment, on était complètement dans ce moule. Et en plus, il y avait à côté du côté scientifique du travail, le fait aussi que la préhistoire, peut-être contrairement à d'autres disciplines, c'est aussi l'imaginaire. Et donc, on avait un double combat aussi, parce que dans cet imaginaire, on véhiculait ces clichés, ces stéréotypes qui étaient portés par des préhistoriens pendant très longtemps, parce qu'il faut rappeler quand même que la préhistoire, ce ne sont que des hommes au départ. Il n'y a pas du tout il faut attendre 1950 pour avoir les premières préhistoriennes. Donc avant, c'est que des hommes, et en plus, ce sont des hommes du monde occidental, puisque la préhistoire, elle est au départ, ce sont des Français, des Belges, des Italiens, des Espagnols et des Anglais. Donc, ils sont complètement dans un système du 19e siècle, un système patriarcal, et ils vont calquer le mode de vie des hommes préhistoriques sur leur type de société. Et c'est eux qui vont porter ça. En plus, la grande bourgeoisie ou les instituteurs, on a beaucoup d'abbés aussi. Donc, évidemment, vous imaginez bien quand les abbés commencent à réfléchir comment était la vie des humains préhistoriques, on met la femme, on la met dans la grotte, hein. Donc, et puis, elle s'occupait des enfants. Donc, on a en plus ça, il y a le poids aussi l'imaginaire. Toutes les sculptures, les peintures, pendant très longtemps, et encore maintenant. Je vais essayer de voir peut-être pour certains qui ont vu des documentaires sur la préhistoire, là, ça commence à bouger. Mais pendant très longtemps, c'était ça qu'on voyait. Dire qu'on voyait les femmes toujours avec les enfants en train de faire la cuisine, et puis près de la caverne, et puis les grands chasseurs qui ramenaient la nourriture, etc. Donc on était beaucoup dans ça, il fallait vaincre ça. Et je dois le dire honnêtement, il faut aussi se regarder. On ne se posait pas trop la question, puis à un moment donné, plusieurs choses et tout, on se dit, mais quand même, est-ce que c'est une réalité archéologique? On s'interroge. Et donc, on commence à ce moment-là à chercher, à voir ce qu'est la réalité, entre guillemets. Et je pense que là commence le processus. C'est-à-dire qu'on commence à réfléchir. Et alors, ce que je voudrais dire dès le départ, moi, quelque chose qui m'a choqué, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on nous disait ça, on prenait ça pour argent comptant, toutes ces inventions très importantes dans le processus d'humanisation et tout, à l'origine des premiers humains, etc. Et bien, en fin de compte, la femme était invisible. Mais c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire qu'elle n'a pas participé à l'humanisation, à l'hominisation. C'est grâce à toutes ces inventions qu'on est là. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même trop grave pour vraiment ne pas regarder ça de plus près. Et ce qui était choquant, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à dire ça, en disant oui, mais quand même, les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Moi, je pense que peut-être, je ne vais pas m'étendre ici, parce que c'est du travail scientifique un peu long à expliquer, mais à dire, mais pourquoi, en fin de compte, les femmes ne participeraient pas à la chasse? Montrez-moi pourquoi les femmes n'ont pas peint Lascaux.
Moi, je peux vous dire qui l'a peint, je peux vous dire si c'est des droitiers, des gauchers, je peux vous dire la culture, qui l'a fait, etc. Mais je suis incapable de vous dire celui qui tenait le pinceau en poil de blaireau, hein, si c'est un homme ou une femme. Mais on disait ce sont les hommes. Et tout était comme ça. Et quand j'ai commencé à dire oui, mais pourquoi et tout, c'est peut-être les femmes, bah, prouve-le. Mais oui, mais vous ne prouvez pas que ce sont des... Vous voyez, on se trouve toujours confronté à quelque chose qui a été pendant très longtemps basé sur des présupposés et des préjugés. Et ça, c'est très difficile à déconstruire. Même encore maintenant, mes collègues, certains de mes collègues, pas tous heureusement, mais certains sont encore dans ça. Et ils me disent, mais attends, tu prouves pas. Mais je dis, mais attends, toi, tu ne prouves pas le contraire. Donc, je dis simplement, essayons d'ouvrir le champ des possibles et regardons que peut-être c'était des hommes et des femmes dans certaines des sociétés préhistoriques, dans d'autres sociétés, parce que c'est pluriel. La préhistoire, ça ne veut rien dire. Il y a plein de sociétés préhistoriques. Et donc, je dis dans certaines sociétés, peut-être c'était les femmes, dans d'autres c'était les hommes, dans d'autres c'était peut-être les deux. Voilà, au moins ouvrons les hypothèses, parce que là, on va pouvoir trouver. Parce que si on trouve que ce qu'on cherche, hein, si on dit non, non, c'est pas possible, on n'aura pas, on trouvera pas, on développera pas les méthodes qui permettront de mettre en évidence. Et là, on en parlera sûrement après. Là, nous avons la chance d'avoir des nouvelles méthodes qui permettent d'avoir plus de renseignements, des choses beaucoup plus précises qui nous permettent d'ouvrir quelques fenêtres sur les structures sociales de ces périodes-là. Mais en tout cas, j'étais vraiment confrontée à ça. C'est-à-dire que c'est lutter contre, je me suis aperçue, des présupposés et des préjugés qui sont tellement ancrés dans la tête, et même des femmes, hein, même des amies préhistoriennes, des collègues préhistoriennes, bah, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut nettoyer tout ça. Alors, on vient de découvrir que la préhistoire ne ressemblait pas exactement à la manière dont on nous l'a montré. Est-ce qu'on va avoir le même type de fonctionnement avec la lectrice du 19e siècle qui n'aime que les images et les choses futiles? Voilà, effectivement. En fait, je suis assez d'accord sur cette idée, en fait, quand on commence un sujet tel que les nôtres, en fait, sur l'idée qu'on est confronté à une forme de généralisation. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la lecture, le général, c'était le masculin, c'est le lecteur, en fait. Le lecteur qui, progressivement, qui lit d'abord la presse, qui ensuite lit de plus en plus de livres imprimés, qui les introduit chez lui, qui en discute au café, dans des sociabilités, et qui s'informe, qui apprend par ce biais-là. Et ça, c'est l'histoire de la lecture telle qu'elle est écrite. Et on a toujours ensuite à côté quelques lignes sur « mais les femmes pendant ce temps-là ». Et c'est un peu ça, là, on résume, je résume de manière caricaturale, mais c'est quand même, d'une manière générale, assez flagrant. Mais les femmes, donc, mais les lectrices pendant ce temps-là, eh bien, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, elles se seraient passionnées pour la lecture, même si elles n'étaient encore qu'une minorité à savoir lire. Elles se seraient passionnées pour la lecture, mais pas n'importe quel type de lecture, bien évidemment, pour la lecture de romans. Et ensuite, là, à partir de ce moment-là, on ouvre la porte en fait, sur tout un imaginaire sur la lectrice de romans qui se laisse emporter par les histoires et les fictions qu'elle lit, qui laisse son imagination divaguer et qui se satisfait de ça, de cette lecture. Et en fait, ça n'allait pas souvent plus loin, en fait, les études sur la lecture. Et du coup, en fait, cette pratique de lecture qui existe, hein, bien évidemment, je veux dire, les romans, le nombre de lecteurs et de lectrices de romans explose au début du 19e siècle. C'est le genre qui s'impose au 19e siècle, le genre littéraire qui s'impose. Donc, je ne dis pas du tout qu'elles n'en ont pas lu. Je dis juste qu'il y avait de tels stéréotypes effectivement attachés à ce type de lecture, lecture futile par rapport à une lecture sérieuse qui serait justement la lecture savante, la lecture des savants et la lecture essentiellement des hommes. Mais voilà, ces stéréotypes n'étaient pas vraiment interrogés. Et l'objectif, du coup, pour essayer de visibiliser d'autres formes de pratiques, la question, c'est pas de visibiliser, pour ma part, c'est pas de visibiliser une quelconque spécificité d'une lecture féminine. C'est d'interroger en fait l'idée qu'on en a et aussi de visibiliser d'autres formes de pratiques, ce qui suppose d'interroger d'autres sources que celles que l'on étudie traditionnellement,
Parce que si une telle histoire a été écrite jusqu'à maintenant, alors il y a une question du regard qui est porté sur les sources, bien évidemment, mais il y a aussi une question de source en elle-même. C'est-à-dire que les sources, si elles sont muettes sur un point, on aura beau essayer de les interroger d'une autre manière. Oui, on comprend bien effectivement qu'elles produisent un discours sur tel ou tel point, mais voilà, on ne pourra pas aller plus loin. Et donc il fallait, moi j'ai vraiment été confrontée au phénomène d'invisibilité des lectrices dans les sources, dans les archives, et j'ai été obligée donc de chercher, de faire preuve d'inventivité pour aller les débusquer ailleurs, et notamment dans leurs écrits personnels. Et alors, Louis-Pascal Jacquemont, vous qui avez travaillé sur les femmes et la politique avec le Front populaire, mais également les femmes et les sciences, on a les mêmes résistances dans ces champs? Oui, le problème, si vous voulez, c'est qu'on a organisé l'invisibilisation des femmes. Et à l'heure actuelle, enfin depuis ces 20 ou 30 dernières années, on commence à les débusquer. Il s'agit simplement de les chercher, on les trouve. Et on les trouve relativement facilement. Mais c'est parce que plusieurs phénomènes se sont coalisés. On vit dans ce qu'on appelle un impensé social qui organise la société avec une distribution des tâches hommes-femmes qui implicitement crée un dominant et un dominé. Et du même coup, considère que c'est le dominant qui écrit l'histoire. Et le dominé, lui, n'est que la suite. Il n'est que ce que veut bien en faire le dominant. Donc on voit bien comment ça s'organise. Je vais prendre un exemple. Une femme qui remonte au Moyen-Âge, qui meurt en 1097, c'est Trotula de Salerne. C'est une médicienne. C'est le mot qui est utilisé à l'époque. Elle est femme médecin, médicienne et chirurgienne. Elle fait partie d'une de ces grandes familles juives du sud de Naples qui est installée et qui soigne un certain nombre de croisés qui reviennent de la croisade en Terre Sainte. Et cette femme-là écrit un certain nombre d'ouvrages, et en particulier, elle écrit, on peut la considérer comme une des premières gynécologues. Elle écrit notamment sur les maladies des femmes en particulier. Et quand on creuse un tout petit peu pour savoir ce qui se passe, eh bien, ce qu'elle a écrit sur les maladies des femmes, jusqu'en 1955, on a considéré que Trotula, c'était un faux-né et c'était un homme. Et on a dit, non, c'est Trotta, parce que c'est masculin. Et c'est pas Trotula. Alors qu'à la même époque, on en a d'autres. Simplement, elles n'ont pas eu la même notoriété. Et en plus, dans ce qu'elle écrit, c'est quelque chose qui est tellement important que ça a été réédité et c'est même réutilisé au XIXe siècle. C'est-à-dire que ce qu'elle en a raconté est quelque chose de suffisamment solide et efficace pour être encore utilisé par des rationalistes, des scientifiques, si je puis dire, qui ont naturalisé en quelque sorte la science. Donc on voit bien en quoi elle est fortement importante. Mais à partir du XVIe siècle, le mot médicienne disparaît. Vous avez comme ça toute une série de métiers féminins dont le vocabulaire est gommé par les académies. L'Académie française, par exemple, va faire un nettoyage complet de la langue pour faire disparaître ces termes. Autrice existait, et on va le faire disparaître. Et donc, jusqu'à quasiment ces dernières années, cette terminologie, elle est liée, si vous voulez, à tous ces travaux qui ont été faits à partir du XVIe siècle et qui ont, d'une certaine manière, transformé complètement le langage. Il faut lire Eliane Viennot autour de ce travail, et qui lui ont donné ce caractère-là. Autre exemple, toujours par rapport à ce fil. Si je prends une grande scientifique du XXe siècle, Rita Levi-Montalcini, qui est prix Nobel de médecine, eh bien cette femme médecin qui a fait ses études en Italie, qui a traversé le fascisme, et comme elle était juive, elle a dû créer un laboratoire chez elle pour pouvoir continuer à travailler
et a étudié, et elle devient médecin des Alliés en 1944, eh bien, elle travaille, elle devient un grand professeur dans un laboratoire, eh bien, elle appartient au mouvement militant du MLF en Italie dans les années 60, et lorsqu'elle est directrice d'un laboratoire, elle est quasiment l'unique femme de tout un ensemble où il n'y a que des hommes, ils sont 30. Eh bien, elle est obligée de taper du poing sur la table pour obliger ses collaborateurs qui travaillaient essentiellement en particulier sur tout ce qui était autour de la protection, comment dire, pour permettre aux femmes, si vous voulez, d'accoucher dans de bonnes conditions, eh bien, aucun d'eux ne voulait travailler sur la souffrance des femmes, parce qu'ils considéraient que c'était naturel. Ça renvoie à la Bible, ça renvoie à une idéologie complètement ancrée, et donc elle a dû les obliger, alors qu'elle-même avait travaillé sur tout ce qui était les neurones en particulier, puisque ce qu'elle a fait, les travaux qu'elle a fait, je vous signale, ils sont encore utilisés pour traiter le diabète, pour traiter la sclérose en plaques en particulier. Eh bien, elle les a obligés à réfléchir à la fois la protection des femmes et organiser un accouchement sans douleur, améliorer les techniques qui étaient, et également, elle les a obligés à travailler sur la protection au lieu de se contenter de demander aux femmes d'être celles qui se protègent lorsqu'elles ont des rapports sexuels, eh bien, il leur a dit, mais c'est aux hommes aussi à trouver un certain nombre de solutions qui sont de nature, par exemple des produits spermicides en particulier, elle les a obligés à travailler là-dessus. Donc ça vous montre bien à quel point, en prenant le problème dans l'autre sens, l'invisibilisation des femmes reste non seulement un phénomène qui traverse les temps, qui est une question de vocabulaire, qui est une question aussi de choix. Et de choix, si je puis dire, politique, idéologique, quand on est dans un endroit où on doit faire de la science, eh bien, les choix que l'on fait de rechercher dans tel ou tel domaine ne sont pas innocents. Ils peuvent être effectivement discriminants. Ils peuvent être genrés. Et très souvent, on ne s'en rend compte que parce qu'on débusque les phénomènes, les axes sur lesquels cela a été mis en place d'une certaine manière. Alors, l'exemple de Trotula m'offre une transition rêvée. Est-ce qu'il y a des domaines qui sont particulièrement propices à cette invisibilisation ? Aujourd'hui, les sciences et les techniques, notamment, s'interrogent beaucoup sur la place des femmes et du féminin. Est-ce qu'il y a, dans la longue durée, des champs qui sont particulièrement hostiles ou objets d'invisibilisation des femmes et du féminin ? La préhistoire qui nous a montré ces hommes fabricants depuis l'Homo faber et chasseurs, on a l'impression que, eh bien, il y a des choses qui sont interdites aux femmes. Est-ce que c'est vraiment le cas, Marilène Patou-Mathis ? Je souris parce que l'Homo faber, bon, non. Ce sont des souvenirs de maternelle, hein, donc il faut m'excuser. Je crois qu'il y a un très très gros travail à faire sur les livres scolaires en ce qui concerne la préhistoire. Là, je veux dire, c'est un autre sujet, mais là, je crois qu'il y aurait vraiment de quoi faire aussi un débat. C'est-à-dire que là, on a complètement une vision basée sur ces préjugés. C'est-à-dire que sans preuve archéologique, on va décider que telle et telle activité, c'est féminin et telle autre, c'est masculin. Mais en plus, ce qui a été grave, c'est qu'on a hiérarchisé ça. Je veux dire, le fait qu'on dise... les femmes étaient à la cueillette et les hommes, parce que c'est ça, hein, femmes à la cueillette et les hommes à la chasse. Et ça, c'est pas très grave, parce que si on pense qu'au niveau de l'économie, etc., l'apport amené par ces femmes du côté végétal est aussi important que les hommes du côté animal. Je veux dire, mais non, on a hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on a privilégié, on a mis en supérieur, on a valorisé les activités masculines, notamment donc l'activité des chasseurs. Ça a tellement été vrai que dans les années 70-80,
des anthropologues américaines féministes ont vraiment essayé de battre en brèche, elles ont perdu, mais le modèle qui était le modèle de l'homme chasseur qui serait à la base de nos sociétés et qui aurait fait que voilà, la société serait devenue moderne, etc. Et elles ont essayé de proposer un contre-modèle basé sur justement les cueilleuses, sur l'apport du végétal, en disant, mais en fin de compte, dans les économies des peuples traditionnels, on voit bien que c'est quand même le côté végétal qui apporte beaucoup plus que le côté animal, à part bien sûr dans les régions très nordiques, chez les Inuits, etc. Et elles ont dit, non, en fin de compte, pourquoi penser que l'origine de la culture, etc., de toutes les traditions, ça soit basé sur tout ce qui tourne autour du chasseur et le chasseur lui-même. Et elles ont proposé le modèle de la cueilleuse, et en fin de compte, ça n'a pas pris. Parce qu'en Europe, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. L'archéologie du genre, comme on l'appelle. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais j'ai quand même regardé ce qui avait été fait. C'est surtout anglo-saxon, et notamment américain. Et chez nous, ça a pénétré très tardivement. Ça a pénétré, mais dans les années à peu 2000. Donc, c'est très récent. En réalité, c'était voilà, on restait sur des modèles de ce type-là. Et maintenant, on s'aperçoit que c'est absolument pas la réalité, parce que ça reposait sur aucun vraiment fait archéologique. Et maintenant, grâce à des nouvelles techniques, on met en évidence que, par exemple, on parlait que certaines femmes ne pouvaient pas justement faire des activités qui demandaient de la force. Et bien maintenant, ça tombe tout seul, puisque quand on fait l'étude maintenant des squelettes que l'on trouve de plus en plus en grand nombre, parce qu'on fait de plus en plus de fouilles, quand on fait les squelettes, maintenant, on peut vérifier, même si le squelette est mal conservé, on peut les sexuer plus facilement, parce que beaucoup de squelettes sont malheureusement pas toujours bien conservés, étaient asexués. Et comme c'était robuste, on disait c'est un homme. Et bien là, patatrac, parce que maintenant, il y a des nouvelles méthodes anthropologiques, et aussi il y a l'ADN, notamment nucléaire. Et là, ça ne trompe pas. Hein. Je veux dire, quand vous tombez sur XX, il n'y a pas de secret. Et là, donc, on voit la valse des squelettes qui étaient supposés féminins sont devenus masculins. L'homme de Menton est devenu la dame du Cavillon. Voilà. Et puis, on a l'inverse. Donc, voilà, ça, c'était... on se basait sur ça, et puis c'est faux. On se basait aussi sur le fait de l'infériorisation des femmes, déjà à cette époque, parce qu'on disait, en fin de compte, dans les sépultures, les squelettes qui étaient très parés, etc., ou aussi liés aux activités, par exemple, si on trouvait des armes de chasse, eh ben, c'était un homme. Et ben, là aussi, ça fait patatrac. Parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu que non, qu'il y avait des squelettes extrêmement parés, c'est-à-dire qui avaient été enterrés avec apparat, etc. Ben, c'était des femmes. Il y avait des hommes, bien sûr, mais il y avait aussi des femmes. Et la même chose, là, on a découvert, il y a 9000 ans, il y avait des femmes qui chassaient, parce qu'on a trouvé les armes de chasse dans les sépultures. Bref, il y a plein de choses comme ça qui tombent. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que il y a toujours cette volonté, en plus, je trouve, non seulement de dire tâche féminine, tâche masculine, mais en plus de les hiérarchiser. Moi, je crois que ce qui a fait beaucoup de mal, enfin, je parle sous la discipline, c'est qu'on a valorisé certaines activités, pardon. Et quand vous lisez Cabanis, dans les discours médicaux de fin 18e et 19e siècle, vous lisez les discours, j'en cite quelques extraits verbatim, mais c'est terrible, c'est-à-dire que là, ils vous disent que la femme a un petit cerveau, alors que tout ça, on sait maintenant qu'il y a des biais scientifiques, des biais méthodologiques, bon, on sait que tout ça est complètement faux, mais tout ça a influencé les préhistoriens. Ils allaient à l'université, ils entendaient ça. Donc la femme est inférieure, et ils disaient, entre autres, elle n'a pas l'esprit créatif. Au sens pas faire de la peinture, mais créative au sens de l'invention. Ben, quand vous lisez ça, vous n'allez pas penser que, tiens, c'est peut-être la femme qui a commencé, enfin, dans certaines sociétés, des femmes qui ont commencé à maîtriser le feu, ou je ne sais pas. Enfin, et donc, c'est très fort. C'est tous ces savants du 19e siècle ont énormément influencé les préhistoriens, leur époque. Sans parler de la religion, il a fallu quand même attendre Darwin pour que déjà on parle de l'évolution et qu'on puisse déjà penser qu'il y a des ancêtres. Donc la religion, là c'est pareil, ils étaient quand même encore très influencés. Et là, l'infériorisation des femmes dans les textes sacrés ou dans les textes religieux, c'est quand même impressionnant. Donc les deux à la fois, ce qui a beaucoup, à mon avis, enraciné cette vision
un peu inférieures, pas un peu, mais considérées comme les femmes comme inférieures, c'est à la fois la conjugaison des textes religieux et des textes sacrés avec, pour ces savants, que certains étaient athées, et ben, il y avait les discours médicaux. Et comme c'était voilà, des rationalistes, des positivistes, etc., ah, bah alors si les médecins le disent, donc elles ne peuvent pas faire ça, puisque voilà, elles sont hystériques, bah, voilà, ça vient quand même d'utérus, hein, et donc elles ne peuvent pas faire des choses inventées. Et tout ça, je crois que ça a beaucoup joué sur la représentation des femmes durant les périodes anciennes. Et je pense que c'est grave parce que l'évolution humaine, l'histoire de l'évolution humaine, eh ben, il y a les deux. Il ne faut pas oublier la moitié de l'humanité. Donc, elles ont participé autant que les hommes. Et là, elles étaient complètement infériorisées, puisque leur activité était minimisée. Et la reproduction, bah oui, mais c'est important, oui, mais de toute façon, c'est naturel. Voilà. Donc, voilà, elles n'ont pas voilà, elles n'ont pas fait beaucoup d'efforts, puisque de toute façon, c'est leur nature qui veut que. Et c'est vraiment ça qui fait vraiment réfléchir et qu'il faut vraiment essayer d'enlever des cerveaux. Moi, je crois que, mais même beaucoup de femmes sont encore imprégnées de penser qu'elles ne vont pas être capables de faire telle activité. C'est pas vrai, on n'est pas génétiquement programmé pour faire telle ou telle activité, à part la reproduction évidemment, mais sinon on n'est pas génétiquement. On voit les métiers qui s'ouvrent, dits masculins qui s'ouvrent aux femmes, on voit bien que les femmes y excellent aussi autant que les hommes. Alors, Isabelle Matamoros, on a compris que la chasse avait été valorisée, mais c'est également vrai pour la littérature, ses genres, ses manières de s'y livrer. Est-ce que dans vos travaux, vous avez reconstitué une généalogie de ces valeurs qui sont extrêmement verticales et qui font que les femmes se préoccupent de peccadilles et de futilité quand les hommes se cultivent ? Vaste question, très vaste question, notamment pour le début du 19e siècle, hein, parce que comme je l'expliquais, au début du 19e siècle, c'est quand même un siècle où explose vraiment l'imprimé et la diffusion de l'imprimé, avec parallèlement une alphabétisation croissante des populations qui y ont davantage accès. Oui, c'est une vaste question parce que en fait, les études... Alors, moi, je n'ai pas fait de statistiques sur la présence des femmes en littérature, ni sur voilà, la visibilité des autrices à l'époque, mais ce que toutes les études, notamment en histoire littéraire, montrent, c'est que des femmes qui écrivent, il y en avait beaucoup. Il y en avait certes moins que des hommes qui écrivent au XVIIIe siècle ou dans les siècles antérieurs, mais qu'en fait, il y a une crispation au début du XIXe siècle due en fait à un double phénomène. À la fois une reconfiguration des rôles genrés dans la société post-révolutionnaire, où vraiment les femmes sont confinées à la sphère privée et à la sphère domestique. Et donc une femme qui parle, une femme qui publie, une femme qui prend la parole est extrêmement stigmatisée. Et où vraiment il y a une crispation aussi sur la hiérarchie à respecter entre le masculin et le féminin. Le masculin, donc, qui est du domaine du public, et le féminin qui doit rester du domaine du privé. Et il y a également une reconfiguration et une rehiérarchisation des genres littéraires. Avec en fait la stigmatisation et la dépréciation du roman par rapport aux autres genres littéraires. Or, il se trouve que très rapidement, les autrices ont été associées au genre romanesque, même si, du point de vue statistique, il est prouvé qu'elles n'étaient pas majoritaires forcément, et qu'elles ne s'adonnaient pas à l'écriture romanesque. Mais il y a une lutte d'influence dans les domaines de la littérature, justement par rapport à la concurrence progressive du roman qui gagne du marché, qui gagne voilà, un peu des parts de marché dans le monde littéraire, qui fait que voilà, les académiciens établissent, les académiciens, les critiques littéraires, les journalistes, les penseurs de la littérature établissent que le genre romanesque est vraiment au bas de la hiérarchie des genres littéraires par rapport à la théologie, par rapport à la philosophie,
par rapport à toute la littérature grise, notamment. Et donc les femmes en fait sont reléguées dans le genre romanesque, aussi parce qu'elles n'ont pas accès en fait à ce qui pourrait leur fournir le matériau pour produire un ouvrage juridique. Donc voilà, il y a un phénomène vraiment d'étranglement en fait, vers le genre romanesque qui fait qu'effectivement à un moment elles sont assez visibles, et d'ailleurs elles sont même assez célèbres et assez reconnues. Mais mais ensuite, elles sont de nouveau, elles tombent dans l'oubli et elles sont dévalorisées. C'est l'œuf et la poule. On met les femmes en position de ne pas nourrir leurs expériences collectives qui pourraient leur donner l'occasion d'écrire des grands textes, et on va leur reprocher de ne pas écrire ces grands textes et de se cantonner au roman. C'est quelque chose qu'on retrouve en politique également, où on s'étonne que les femmes soient sous-représentées en les laissant en dehors des sphères du pouvoir, alors, y compris dans les grands moments progressistes comme le Front populaire. Oui, il y a un phénomène qui a été d'ailleurs redéfini par des sociologues, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. L'effet Matilda, Matilda, c'est une féministe américaine à la fin du 19e siècle, et c'est Margaret Rossiter qui, dans les années 60, a un petit peu redéfini ce concept pour dire que l'effet Matilda, c'est lorsque ce que fait une femme est considéré comme n'étant pas fait par une femme, mais ayant été fait par un homme. Et quelquefois, on substitue littéralement le nom d'un homme. Je vous ai évoqué Trotula tout à l'heure, mais on pourrait prendre des exemples plus proches. Exemple proche de la famille Curie, c'est Lise Meitner. Lise Meitner est à l'origine, c'est elle qui a conçu la fission nucléaire. Celui qui a eu le prix Nobel en 1944 pour la fission nucléaire s'appelle Otto Hahn, qui travaillait avec elle et qui a récupéré, si je puis dire, la notoriété et les travaux, et qui s'est bien gardé de dire qu'une partie des travaux était due à... autre exemple qui aurait pu se produire, on garde en auréole, si je puis dire, Marie Curie, d'être le cas de figure, enfin l'exemple, le modèle. Attention dans cette maison à ce que vous allez dire de Marie Curie. Je sais, mais je suis encore mieux placé pour le dire. Eh bien, Marie Curie, figurez-vous qu'en 1903, elle reçoit, avec son mari Pierre, elle reçoit un prix Nobel. Si on regarde, si on étudie un petit peu les dessous de l'affaire, Marie Curie n'est pas nominée pour ce prix Nobel. C'est parce que Pierre Curie, apprenant qu'il risque d'être nommé avec Henri Becquerel, titulaire de ce prix Nobel, fait savoir au comité Nobel qu'il le refusera dans la mesure où les travaux pour lesquels il serait qualifié de Nobel sur la radioactivité est le travail réel de Marie Curie. Lui, il était spécialiste de magnétisme et d'électricité, et elle travaillait sur ce qu'on appelle les rayons transuraniques, sur l'uranium. Et donc, c'est elle qui est à l'origine. Et c'est lui qui, marié avec elle, a en quelque sorte abandonné une partie des travaux qu'il faisait sur l'électricité, la piézoélectricité, pour pouvoir travailler avec elle. Eh bien, il fait savoir qu'ils sont solidaires, et que, comme ils ont fait des travaux ensemble, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas nommée au prix Nobel. Et c'est probablement cette lettre-là, Henri Poincaré, qui fait basculer le comité Nobel, craignant de ne pas avoir Pierre Curie comme nobelisé, pour pouvoir la nommer. Donc on voit bien comment, là aussi, dans l'état d'esprit, on peut très bien considérer, on va considérer, dans des sociétés d'hommes, majoritairement, et même quand il y a des femmes, que ce qui peut avoir été créé a été créé par des hommes et non pas par des femmes. Je vous renvoie à la définition de l'encyclopédie. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert a à peu près 10 colonnes pour l'homme, en développant toute une série de caractéristiques morales, civiques, etc. Et pour les femmes, c'est 5 lignes
Et le début est tout à fait intéressant. Femme égale la femelle de l'homme. Et on part sur le latin femina, et on va même jusqu'à dire que femina, ça vient de fémur, donc la femme serait un morceau d'homme, mais un morceau pas fini, en particulier du côté du clitoris, qui est un faux pénis, ou un pénis inachevé, etc. Donc vous voyez la construction intellectuelle qui est derrière tout cela et qui a perduré et qui devient ce qu'on appelle un impensé social. Et cette idée de hiérarchie est quelque chose de très, très important puisque ça se retrouve en politique. Et la France, là-dessus, était particulièrement, une histoire particulièrement intéressante puisque les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1944, après plusieurs tentatives de mettre le droit de vote. Et encore, 1944, il faut faire une distinction, puisque l'Algérie fait partie des territoires retenus par la France. Eh bien, je vous signale que les Algériennes musulmanes n'ont pas le droit de vote. Elles n'auront le droit de vote qu'après 1958. Donc ça en dit long sur à la fois toute une série de préjugés qui sont à la fois de nature physiologique ou biologique, une rationalisation naturaliste, dit-on, et également sur des préjugés liés à une hiérarchie des religions, par exemple, qui est liée à la colonisation. Donc on voit bien comment tous ces éléments-là se conjuguent. Pour terminer sur les femmes du Front populaire, il y a quelque chose qui est assez fascinant. Lorsque les accords Matignon sont négociés, il n'y a aucune femme autour de la table. Or, quand vous prenez les statistiques de l'époque, là, le domaine dans lequel il y a le plus de femmes employées, salariées, c'est le textile, et c'est le premier domaine d'emploi en France à cette époque. Et c'est à 95% des femmes. Eh bien, on n'en parle pas. Il n'y a pas de femmes présentes pour les accords Matignon. Lorsqu'on décide de créer ce qu'on appelle les conventions collectives, qui sont créées par les accords Matignon, les conventions collectives veulent que dans les entreprises, les femmes, les salariés, les ouvriers, ont le droit d'élire des délégués qui vont discuter de leurs conditions de travail et réaliser et écrire une convention qui permettra de résoudre un certain nombre de questions. Eh bien, là, on a un phénomène qui est assez extraordinaire, c'est que, d'une part, la hiérarchie, et notamment les hiérarchies syndicales, vont épurer complètement la présence des femmes, c'est-à-dire qu'à la base, elles sont majoritaires dans un certain nombre d'entreprises, mais dès qu'on arrive au sommet, c'est un homme. Et c'est un homme qui va négocier au niveau fédéral, au niveau départemental ou au niveau national. Et qui va écarter, bien entendu, une partie des demandes qui sont considérées comme, c'est ce qu'écrit un cégétiste, secondaire, parce que c'est une demande de femme. Il l'écrit littéralement. Autre décision qui est prise dans les conventions collectives, les femmes réclament l'égalité salariale. Eh bien, pour contourner l'égalité salariale, savez-vous ce que font? Et là, c'est essentiellement les syndicats qui ont mené cette opération. Eh bien, ils vont créer de nouvelles hiérarchies des métiers. C'est-à-dire qu'on va créer une catégorie dans laquelle il y aura essentiellement les femmes, et puis il y aura le maître de ceci, où sont les hommes, et qui sera rémunéré de manière plus élevée. Et on continue, par exemple, à considérer qu'il y a une différence de rémunération entre les hommes et les femmes, qui est à l'époque de 10 à 15%. Toutes les conventions collectives de cette période-là, 36, 37, 38, fonctionnent sur ce même registre. C'est-à-dire on évacue une partie des demandes des femmes, on hiérarchise et on crée de nouvelles appellations de métiers à l'intérieur de la même entreprise qui n'existait pas, de façon à ce que les hommes conservent hiérarchiquement un poste plus élevé, donc
qui légitimerait, entre guillemets, qu'ils soient mieux rémunérés. J'ai entendu dans la salle, ça ressemble à l'université, hein, je vous laisse responsable de cette assertion. Dans votre propos, Marianne Patoumatis, sur la préhistoire, on a bien compris le rôle des religions et j'imagine en particulier des grands monothéismes et puis ensuite de la relecture du 19e siècle. Mais alors, est-ce à dire que la préhistoire a été un moment d'égalité parfaite? Le patriarcat n'attend pas les grands monothéismes pour s'installer? Qu'est-ce que nous dit la préhistorienne de l'installation de ces différentiels de genre? Oui, alors je vais vous répondre, mais avant, j'étais très intéressée par ce que vous avez parlé, parce qu'on dit toujours le siècle des Lumières, et on a une espèce là aussi de mythologie. Pas les Lumières pour les femmes. Hein. Et voilà, ce que j'avais dit, une espèce de mythologie, parce que quand on regarde, je prenais justement Diderot et d'Alembert, quand j'ai travaillé sur ces temps, enfin travaillé, quand j'étais à regarder un peu ce qu'ils disaient pour les femmes, et j'ai vu par exemple que le mot sexe, l'entrée sexe, en fin de compte, on ne parle que du sexe de la femme. Parce que la femme est menée par son sexe, c'est bien connu. Hein, je disais tout à l'heure, l'hystérie, utérus, bon, c'est déjà Hippocrate. Et donc, voilà, je veux dire, ça veut tout dire quand même. En plus, ça commence à aussi beau sexe. Alors ça, c'est très amusant, le beau sexe. Et puis aussi, j'avais retrouvé quelque part aussi vos travaux, parce qu'en fin de compte, certains qualifiaient les bas bleus. Voilà. Donc, je dis, voilà, dès que les écrivains, bon. Mais on a plein d'exemples. Alors, non, moi, si vous voulez, je pense que là aussi, il faut être sérieux. C'est-à-dire que ce que nous pouvons reprocher à cette vision manichéenne des sociétés, déjà comme la nôtre, etc., il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut regarder ce que dit la science, ce que disent les objets, les vestiges archéologiques, et pas non plus commencer à adresser un autre imaginaire. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fin de compte, il y a une grande variété déjà, une grande variabilité en plus au sein de ces sociétés de préhistoriques. Et c'est vrai que le public, les gens pensent toujours que c'est la préhistoire. Non, c'est extrêmement déjà complexe. Il y a déjà beaucoup de sociétés. Alors, je ne parle pas, bien sûr, des plus anciens. Je ne parle pas, il y a 7 millions, les Australopithèques, tout ça, Lucie, tout ça. Là, on ne sait rien du tout. Mais par rapport, on va dire, les 300 derniers millénaires, c'est très récent pour moi, les 300 derniers millénaires, on a quand même vraiment du matériel qui nous permet de voir cette grande variété. Donc là aussi, je pense qu'il faut attention à l'essentialisation, attention à la généralisation, et ne pas, alors à ce moment-là, imaginer que les femmes ont tout fait, que non. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a pas de différence de traitement dans les périodes de ces peuples chasseurs-cueilleurs nomades. On ne voit pas de différence dans les sépultures de traitement des hommes, des femmes. D'ailleurs, on enterre aussi les enfants, et même les Néandertaliens enterrent les fœtus. Alors, vous voyez. Et donc, on ne voit pas de mobilier funéraire différent, plus riche pour les hommes, par exemple, que pour les femmes. On voit maintenant que les activités sont probablement été en fonction des compétences, parce que ce sont des petits. C'est le clan, c'est un système clanique, c'est des petits groupes qui sont dispersés sur des vastes territoires. Donc là, ce qui compte, en fin de compte, c'est que le clan vive et survive, se perpétue. Donc la femme est quand même importante du fait qu'il y a l'enfant. Et c'est l'enfant le seul avenir. Il n'y a pas de biens, on ne va pas transmettre, il n'y a pas d'héritage. Les nomades ont très peu de biens. Donc c'est à travers l'enfant que le clan va durer, et c'est ce qui va compter. Donc on voit que la femme a une importance, puisque c'est la seule chose qu'il voit, c'est que l'enfant il sort du corps de la femme. Le géniteur, c'est une autre question. Bon, parce que je pense qu'à cette époque-là, de toute façon, il n'y a pas la famille. Il faut enlever papa, maman, les enfants, tout ça. Ça, c'est des images du 19e siècle, justement. Ils nous ont mis la famille préhistorique. Là, il y a des images assez épatantes. Et non, ça n'existe pas. C'est un système où, en fin de compte, on le voit maintenant grâce à l'ADN. On a pas mal de consanguinité, donc au sein du clan, parce que il y a même une grande réflexion en ce moment, à partir de quand l'homme va prendre conscience qu'il participe à la reproduction. C'est pas évident. C'est pas évident parce qu'entre l'acte sexuel et la naissance, eh ben, vous avez 9 mois. Et quand vous êtes dans un milieu où autour de vous, c'est que la nature avec des animaux sauvages, c'est pareil. C'est-à-dire que vous voyez le rut en automne des cerfs et puis les faons, ils naissent en juin. Donc là aussi, on ne voit pas. Et ça va être plus tard probablement que les animaux domestiques qui vont se rendre compte
vraiment de la participation importante, évidemment, du mâle, là je parle pour les animaux, et de l'homme. Donc, et on le voit à travers les vestiges où tout l'art, dans l'art pariétal, dans les représentations mobilières, les statues, etc., on a essentiellement des animaux, mais quand il y a les représentations humaines, c'est 80 à 90% de représentations féminines. On a des silhouettes féminines, on a des vulves, beaucoup de vulves, on a très très peu de phallus, quasiment pas. Et on a beaucoup de statuettes féminines qui ont été appelées par un homme, Vénus évidemment. Et donc on est vraiment dans du féminin là. Donc là aussi ça témoigne que cette supposée infériorisation des femmes dès la préhistoire, c'est pas du tout prouvé. Au contraire, il y a une place importante en tout cas du féminin dans ces sociétés. Donc moi j'envisage plus quelque chose qui, pour que ça fonctionne, que ça soit basé sur, au niveau des tâches, sur les compétences. Et peut-être qu'il y avait des sociétés plus équilibrées. Je ne crois pas non plus au matriarcat. Le matriarcat, on ne peut pas prouver le patriarcat, et je ne crois pas beaucoup au patriarcat dans ces sociétés, mais non plus le matriarcat, parce que le matriarcat n'existe pas en soi. C'est un mot qui a été conçu en versus du patriarcat. Patriarcat est une réalité. Il est dans le code romain et il est dans le code de Napoléon. Je veux dire, quand vous lisez, la femme est mineure, elle dépend de son père, après de son mari, et si le mari meurt, de son fils. Je veux dire, c'est clair. Hein, je veux dire. Et alors que là, on n'a pas de preuve non plus de domination des femmes sur les hommes. Il n'y a pas des sociétés où on voit d'un seul coup... Bon, il y en a compris ces représentations féminines comme une domination de la femme. On a parlé de déesse mère, même de divinité, etc. féminine. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une domination. On n'a pas du tout de trace de ça. Mais on peut poser cette hypothèse, qui est une hypothèse, que ces sociétés probablement étaient plutôt, pour la plupart, matrilinéaires. C'est-à-dire que la transmission... notamment à travers l'enfant, bon, des traditions culturelles, c'était des locutrices, donc de la langue, etc., soit faite par les femmes, le nom probablement, etc. Donc ça, on peut l'envisager. Mais certaines ont envisagé le matriarcat pour ces sociétés, et au niveau où il faut être ramené quand même à la science, on n'a pas de preuves. Donc je renvoie en disant, vous n'avez pas arrêté avec votre patriarcat originel et de tout temps, des origines et tout ça. Non, il n'y a pas de preuve, mais il n'y a pas non plus de preuve du matriarcat. Par contre, on peut vraiment mettre en évidence que dans ces sociétés, on ne voit pas de différence de traitement, comme on appelle chez nous, entre les hommes et les femmes. Je prends juste un dernier exemple. Et ça, c'est grâce parce qu'on a de plus en plus de méthodes sophistiquées. Par exemple, on a des méthodes biogéochimiques, en allant chercher le calcium, l'oxygène, etc., l'azote, de savoir quel était le régime alimentaire. Donc, des squelettes, on fait ces analyses. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'on a une alimentation, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la même alimentation. Ce qu'on ne voit pas au néolithique. Ce qui va changer après, quand on va devenir des producteurs, quand on va domestiquer les plantes et les animaux, là, dans ces sociétés néolithiques qui vont apparaître vers 14 000 ans, 12 000 ans, et chez nous en Europe, surtout à partir de 9 000 ans, on s'aperçoit là que petit à petit, au cours de ce néolithique, on a une transformation de la société. D'abord, l'économie change, on n'est plus des prédateurs, on est des producteurs, on va avoir des biens, on a les silos, on va avoir d'un seul coup les palissades, les fossés qui protègent les camps, ce qu'on n'a jamais avant, qui protègent les premiers villages. Et donc là, la femme va changer. On voit que le statut de la femme, petit à petit, va changer. Et on a, par exemple, justement, des différences d'alimentation. Et ça, c'est intéressant et qui est défavorable aux femmes. C'est-à-dire que va commencer un régime moins protéiné. Et ça va durer, hein, parce que même dans les périodes historiques, combien de fois on donnait plus de viande, par exemple, aux garçons, les plus gros morceaux, etc. Donc là, on va voir des changements. Là, on va voir s'instaurer, on va voir toute la statuaire féminine va être petit à petit remplacée par une statuaire masculine. Et même quand elle va être présente, et on le voit dans l'Antiquité, maintenant, c'est le super Dieu, quoi. C'est un homme. Donc c'est toujours, voilà. Et on voit ce basculement. Donc là, probablement, les recherches qui sont menées en réflexion sur cette possibilité que c'est vers cette fin du néolithique, là, quand tout s'est mis en place, que le patriarcat est apparu. Parce que c'est posé la question à un moment donné, justement, pour quand vous avez des biens, si vous devez les transmettre, vous êtes un homme, si vous voulez les transmettre, il faut les transmettre à votre descendance. Donc l'hypothèse qui est avancée, c'est une hypothèse
c'est pas une certitude, c'est que probablement que c'est là où les hommes ont commencé, en tout cas dans l'élite, hein, ont commencé à dire attention et ont pris un peu possession du corps de la femme et l'ont encore plus enfermé entre guillemets parce qu'ils voulaient être sûrs. Parce que voilà, la femme, on est toujours sûr, mais pas là. Donc voilà un petit peu les hypothèses que l'on a et sur lesquelles on travaille encore, bien entendu. Mais honnêtement, après mon travail, je ne peux pas vraiment dire qu'il y avait une infériorisation des femmes. Au contraire, il y a quelque chose qui apparaît, ce que j'appellerais équilibré entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup. Alors Isabelle Matamoros, matriarcat dans la République des Lettres, début du 19e siècle, bien entendu, non, mais on a souvent dit que la lecture était un des chemins de l'empowerment. Est-ce que ça a constitué un élément de résistance, un élément de construction du féminin qui a permis peut-être de se créer des espaces de liberté d'expression ? Alors oui, tout à fait. Alors de résistance de la part de ceux et celles qui ne voulaient pas que les femmes lisent, et aussi effectivement un espace de résistance dans le sens où elles ont pu s'approprier effectivement des savoirs autres. Juste pour rebondir justement, parce que bon, c'est en lien bien évidemment, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'effectivement la question de l'infériorité des femmes ou de la domination, etc., n'est pas du tout une question linéaire, en fait, qu'on ne peut pas étudier ça en fait, de manière linéaire. Et quand vous disiez tout à l'heure que le XVIIIe siècle avait été horrible pour les femmes, et le XIXe siècle, j'ai envie de vous dire, c'est presque pas, il n'y a pas de comparaison en fait, à faire, mais c'est vraiment un siècle extrêmement dur en fait, pour la condition féminine. Et notamment, en fait, par exemple, sur cette question de l'alimentation, justement, les traités sur l'hystérie au début du 19e siècle et sur tout ce qu'on appelle à l'époque les maladies des femmes sont très clairs là-dessus. Il ne faut pas que les jeunes filles mangent de la viande rouge, il ne faut pas qu'elles boivent du vin de champagne, il ne faut pas qu'elles boivent trop de bière, il ne faut pas qu'elles mangent trop épicé, il ne faut pas qu'elles mangent trop de chocolat. Pourquoi ? Parce que ça risque de les exciter, en fait. Et on voit effectivement, vraiment à ce moment-là, ce qui est très intéressant, en fait, quand on étudie... je vais expliquer pourquoi j'ai étudié les traités sur l'hystérie. Mais ce qui est très intéressant quand on étudie les traités sur l'hystérie et tous les traités scientifiques, enfin médicaux de ces années-là, hein, écrits par les grands noms de la médecine et de l'aliénisme, hein, Georget, Esquirol, etc., c'est que, en fait, toutes les pratiques, en fait, tout ce que les femmes font dans le quotidien est passé au crible de la critique médicale. Donc, d'où l'alimentation, hein, parce que ça pourrait les exciter, et donc effectivement, ça pourrait mettre en mouvement leur utérus et donc provoquer l'hystérie. Les balles, il ne faut pas. Alors, c'est bien, hein, les jeunes filles sont éduquées à danser. Hein, ça fait partie des arts d'agrément qu'on enseigne aux jeunes demoiselles de l'époque pour qu'elles puissent briller en société, mais il ne faut pas non plus trop valser. Parce que pareil, hein, le fait de tourner la tête, de tourner en valsant, ça peut faire tourner la tête, provoquer des vapeurs et donc provoquer des crises d'hystérie. Il ne faut pas que leur chambre soit, que leur lit soit trop moelleux, avec des coussins, trop de coussins, hein, parce que ça entraîne à la volupté, ça entraîne à la rêverie, à la paresse, potentiellement à l'onanisme, et donc potentiellement à l'hystérie. Et il ne faut pas non plus qu'elles lisent trop pour ne pas qu'elles laissent dériver leur imagination qui, d'une part, leur ferait rendre compte que leur situation, et c'est écrit noir sur blanc, que leur état actuel, hein, que ce à quoi on les destine, c'est-à-dire concrètement le mariage, que ça ne leur plaît pas, que c'est pas ça qu'elles veulent, du coup qu'elles puissent rêver ou imaginer avoir un amant et ensuite potentiellement le mettre en pratique dans la vie réelle. Il ne faut pas non plus qu'elles puissent avoir accès à des ouvrages trop licencieux. Alors les ouvrages licencieux, on n'évoque même pas les livres érotiques, hein, qui pourtant circulent largement à l'époque, mais ne serait-ce que des ouvrages de médecine, justement. Il ne faut pas qu'elles puissent découvrir en fait, leur anatomie pour pas qu'elles expérimentent par elles-mêmes les plaisirs sexuels. Donc en fait, il y a toute une règle comme ça, un interdit, qui est, et c'est ça qui est très intéressant au tournant 18e, 19e siècle, qui est mise par écrit, qui est fixée, vraiment qui est institutionnalisée par la médecine. Ensuite,
beaucoup de femmes ont intériorisé ces interdits. Et donc, voilà, quand elles racontent leur lecture, elles disent voilà, j'étais comme toute jeune fille, j'étais attirée par les romans et ça a pu constituer un danger pour moi parce que voilà, je me sens en conflit avec ce qu'on l'on me dit d'être. Je vois très bien que mon esprit s'égare, que je ne deviens plus rationnelle. Je suis trop émotive, etc. Et ça, on le retrouve vraiment abondamment dans les témoignages, dans leurs écrits personnels, que ce soit leurs souvenirs a posteriori ou même leurs journaux intimes. Mais en revanche, on voit toujours une lutte quand même. Voilà, on voit une lutte en fait dans la manière dont elle se raconte. Elle lutte avec ses normes. En fait, voilà, je sais très bien en fait, que cette lecture peut constituer un danger pour moi, parce que je l'ai entendu, parce qu'on m'a répété depuis toute petite que, par exemple, lire des romans ou lire tel livre, c'est mal. Mais en même temps, je suis attirée par ça. Et donc, voilà, c'est quel espace ensuite, c'est toute la question, c'est quel espace ces femmes vont arriver à se créer pour accéder à des formes de savoir. Et quand on étudie sur leurs journaux, en fait, on voit que quand on étudie leurs journaux ou leurs souvenirs, on voit que finalement, leur pratique de lecture, ce qu'elles lisaient, c'était beaucoup plus divers que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple et j'ai beaucoup insisté sur le roman, mais en fait, elles ne lisaient pas du tout que des romans. Les romans, c'est ce qui est stigmatisé et stigmatisant. Mais elle pouvait très bien lire de l'histoire. Le début du 19e siècle, dans le contexte de la Révolution, on repart un petit peu sur les ruines d'un ancien monde, de l'ancien régime. Le début du 19e siècle, la société française se prend de passion pour l'histoire et les livres d'histoire sont diffusés assez massivement et les femmes lisent énormément d'histoire. Et elles en écrivent également. Mais ça, pareil, on le sait assez peu. Elles lisent également beaucoup de philosophie. Elles lisent pas beaucoup. Alors, tout est relatif, bien évidemment, mais elles lisent quand même voilà, assez régulièrement de la philosophie. En fait, un peu tout ce qu'elles peuvent trouver tout ce qu'elles peuvent trouver sous la main. Et c'est ça qui est intéressant quand on étudie les pratiques de lecture et d'accès au savoir des femmes dans un moment où elles n'ont pas accès aux études secondaires, où elles n'ont pas accès aux études supérieures, c'est qu'on voit que finalement, par rapport justement aux garçons, où il y a un cursus, un curricula tout tracé, eh bien, il y a une forme, pas d'avantage, ce serait peut-être excessif, mais une forme si quand même d'avantage à se voir interdire un certain nombre de choses, notamment l'accès aux études, c'est qu'on trouve ailleurs de quoi diversifier sa pratique, et donc on a cette forme d'éclectisme qui est assez surprenant. On sait l'attrait des enfers dans les bibliothèques pour les jeunes lecteurs. Louis-Pascal Jacquemont, vous avez eu une carrière de pédagogue également. Aujourd'hui, toutes ces connaissances qui ont progressé sur la place des femmes et du féminin, vous trouvez que leur mise en scène dans le scolaire a évolué, qu'il y a, je vois qu'on va avoir aussi un propos là-dessus du côté de Marie-Hélène Patoumatis. Finalement, toutes ces connaissances-là qu'on a accumulées, à quoi elles servent aujourd'hui pour faire la promotion des femmes, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs? Non, il y a du boulot. C'est pas Alors, il faut bien voir que le modèle auquel on fait référence, dont on a dit grosso modo qu'il s'est vraiment cristallisé à partir du siècle des Lumières, et puis le 19e siècle, c'est la grande glaciation, d'une certaine manière. Donc, pour sortir de cette glaciation, c'est pas un siècle qu'il faut, c'est probablement plus de temps. Et on voit bien que c'est au moment où des phénomènes d'émancipation des femmes ont lieu ou sont permis par l'économie, que progressivement, ça remet en question ce mode de fonctionnement. Et du coup, tout ce qui entourait, toute la construction culturelle qui entourait ces modèles-là. Par rapport à cela, un exemple simple. En 1938, le Front populaire décide de modifier un certain nombre de droits
qui sont donnés aux femmes, en particulier le droit d'aller à l'université. Et il leur fallait auparavant l'autorisation de leur mari. Mais elles n'ont toujours pas le droit d'avoir un compte en banque. Il faudra attendre 1965 pour qu'elles aient le droit d'avoir leur propre compte en banque sans autorisation du mari, ce qui est assez ahurissant. En 1938 également, on modifie, alors c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, on modifie les articles qui concernent l'adultère, créés par le Code Napoléon. Alors je vous signale que l'adultère, il suffit que le mari déclare que sa femme est adultère, et sa déclaration suffit pour pouvoir décider qu'elle est pénalement responsable, donc elle sera poursuivie. Mais pour un homme, l'adultère, il faut qu'il soit prouvé. Et je vous signale que le texte est de Cambacérès, d'ailleurs, à l'origine. Certains comprendront pourquoi. Et là, l'article qui est rédigé dans le premier Code civil est assez ahurissant, puisqu'il dit « Pour prouver, il faudra qu'un huissier vienne constater avec un fil, en le passant entre les deux partenaires, qu'il y a résistance à un moment. » Donc, je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez, mais c'est assez inattendu. Donc, effectivement, là, ce texte-là est rayé et est enlevé. Mais c'est pour dire que l'émancipation se faisant très lentement, on voit bien comment il y a des résistances qui continuent à opérer. Des résistances qui ne sont pas forcément, si vous voulez, des choses délibérées. Parce qu'il y a ce que j'appelle un implicite, un impensé. Et là, on a un phénomène. Alors, on a de plus en plus de filles, par exemple, qui réussissent au baccalauréat, qui rentrent à l'université. Les proportions sont assez extraordinaires, mais dès que l'on monte dans le cycle d'études, et surtout dans la hiérarchie, par exemple, universitaire, on a de moins en moins de femmes qui sont représentées. Alors, on trouvera des tas de raisons, entre guillemets. Ben oui, mais elles ont des maternités, etc. Mais là aussi, on voit bien comment une société peut réfléchir au partage des tâches qui font que, en allongeant le congé paternité, c'est aussi un moyen pour des hommes de prendre en charge un certain nombre de tâches qui sont des tâches spécifiques à la maternité. Bon, bien entendu, ce n'est pas les hommes qui vont remplacer le sein, je comprends bien, mais on a d'autres modalités qui hésitent. Donc on voit bien qu'il y a des façonnements qui se passent. Chez les jeunes filles actuellement, il y a un autre phénomène qui se développe. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est l'idée que je ne vais pas choisir une carrière d'ingénieur parce que les autres vont me dire que si j'y vais, c'est sur quota, donc je risque d'être stigmatisé, ou si j'y vais, à la moindre alerte, le moindre chose, je vais être stigmatisé, donc je ne veux pas être pris comme cible. Et ce phénomène-là, les enquêteurs actuellement de l'Éducation nationale, depuis ces 10 dernières années, il y a un certain nombre de rapports qui montrent que c'est un phénomène récurrent, donc très important. Donc il y a la nécessité de passer je pense par exemple dans le domaine scientifique, puisque c'est là où effectivement les filles vont le moins, de passer du modèle au processus. Le modèle, vous l'avez dans tous les livres d'histoire aujourd'hui, c'est Marie Curie. Et quand vous cherchez les femmes qui sont scientifiques et dont on représente l'itinéraire en quelque sorte dans les ouvrages d'histoire en particulier, c'est une exception. Mais c'est une exception à tout niveau. Et donc, l'exceptionnalité vous renvoie de manière stéréotypée à l'idée que vous n'êtes pas de la catégorie qui peut réussir dans ce domaine. Donc c'est effectivement un effet d'écrasement qui joue à contre-emploi, si je puis dire, de ce que l'on voudrait. Donc l'idée, c'est quand même de développer plutôt des visages de femmes qui sont des visages plus généraux. Pourquoi ne pas montrer comment, par exemple, au XVIIIe siècle, dans les laboratoires, il y a énormément de femmes. Elles soufflent le verre, elles préparent les instruments, elles dessinent.
Quand on prend Lavoisier, par exemple, son épouse est celle qui a dessiné quasiment toutes les planches des expérimentations qu'il a menées. Et c'est elle qui entretient les discussions avec les chimistes anglais sur des phénomènes qui concernent la combustion. Et ce n'est pas lui qui le fait, c'est effectivement elle. Lui, il a d'autres chats à fouetter. C'est ce qu'on appelle un fermier général, donc il brasse de l'argent. Il est responsable de l'arsenal, donc de l'approvisionnement en poudre. Et c'est sa femme qui, pour l'essentiel, théorise. Bon, pourquoi ne pas montrer différents exemples comme cela de femmes qui jouent un rôle? Quand on regarde, par exemple, le laboratoire de Marie Curie, on s'aperçoit qu'elle a recruté au total 35 femmes. Sur les 35 femmes, il est intéressant de voir comment elles ont été formées, c'est-à-dire quelles sont les étapes qu'elles ont franchies, comment Marie Curie a pris un soin de les pousser à poursuivre leurs études à l'université, y compris à la faculté à la Sorbonne où elle enseignait, de façon à ce qu'elles aient un statut plus intéressant dans le cadre de leur vie personnelle. Comment elle a formé un certain nombre de femmes qui venaient de Norvège, qui venaient de Roumanie, qui venaient d'un certain nombre de pays, d'autres pays que la France. Donc là aussi, c'est une autre manière de montrer que là, la présence de ces femmes qui n'ont pas forcément le même itinéraire et qui ont un itinéraire de réussite et de réussite scientifique est intéressant à expliciter, à démontrer. Dernier exemple, prenez les femmes astronautes. À l'heure actuelle, des femmes astronautes, on a quelques exemples, notamment celles qui sont dans l'ISS, qui vont voler. En France, on n'en a qu'une seule qui a fait cette expérience, c'est Claudie Aigneret. Mais dans les laboratoires qui préparent actuellement aux États-Unis, 70% du personnel, ce sont des ingénieurs femmes. Pourquoi ne le démontre-t-on pas? Pourquoi ne le montre-t-on pas? Quand vous regardez à la télévision l'envol, par exemple, d'une fusée, comme par hasard, on n'a que les premiers rangs où sont les hommes. C'est une image. Alors que derrière, il y a énormément de femmes, et je ne parle pas que des calculatrices qui ont permis qu'Apollo se pose sur la Lune, mais encore aujourd'hui. Donc oui, il y a une multitude d'éléments qui peuvent effectivement être élaborés de façon à apporter cette ouverture sans laquelle, effectivement, on en reste à l'idée de l'exceptionnalité, et donc on renforce ce que j'appelle le phénomène de menace du stéréotype. Alors, Marilène Patoumatis, en quelques minutes, parce qu'après on va ouvrir les échanges, même question, finalement, ça sert à quoi les connaissances sur la préhistoire et comment on peut les instrumenter? C'est performatif la connaissance? Ça va nous permettre de faire changer les choses? Oui, moi je pense que c'est quand même très important. Bien sûr, là, ce soir, le débat est autour des femmes, mais je prends rien que de tout l'apport du côté de l'évolution, c'est-à-dire de montrer que les choses s'enracinent et que là aussi, par exemple, si on abordait la question, voilà, on parle du genre, on pourrait parler le grand débat autour de ce qu'on appelait au 19e les races. Ben, par exemple, la préhistoire, là aussi, apporte des éléments de réponse quand elle démontre qu'il y a une souche commune. Voilà, donc, et que tout ça n'a pas bien un grand sens. Et aussi, je pense que c'est pas moi qui l'ai dit, hein, il y a même des griots africains. Quand tu ne sais pas plus où tu veux aller, retourne-toi pour regarder d'où tu viens. Et je pense que c'est important parce que là, ça montre aussi que les choses ne sont pas linéaires. C'est-à-dire qu'il y a un paradigme qui est extrêmement puissant, qui s'est instauré dans nos disciplines fortement au 19e et dans nos sociétés qui perdurent. C'est cette espèce de vision unilinéaire et progressive de l'humanité. C'est-à-dire, ce qui était avant nous, oh là là, c'est zéro, et nous sommes super, super. Et en fin de compte, c'est pas ça du tout. On l'a bien montré, que ce soit en biologie, ou que ce soit au niveau culturel. En biologie, il y a eu plein de moments où il y avait des espèces humaines différentes.
Donc c'est buissonnant. Il n'y a pas une espèce, il y avait plusieurs espèces humaines qui avaient des comportements, des traditions culturelles déjà, etc. Donc c'est buissonnant. Et au niveau culturel, c'est pareil, c'est buissonnant. Il y a des allers-retours, il y a des inventions qui apparaissent et qui, on voit, ne durent pas, et puis après qui vont réapparaître, etc. Donc tout n'est pas comme ça, et que tout ce qui vient avant nous, c'est extrêmement important. Je veux dire, Albert Einstein l'a dit, sans la pomme de Newton, j'aurais pas trouvé la relativité. C'est-à-dire que c'est un matelas, moi j'appelle ça une espèce de matelas de connaissances qui nous permet d'avancer. Mais en réalité, les inventions, elles sont incroyablement importantes, même dans les temps anciens. Vous imaginez, au départ, nous sommes, nous les humains, des êtres chétifs par rapport à ce qui nous environne. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs. Voilà, et ils ont trouvé des réponses à chaque fois. Ils ont fait quoi? Pour pouvoir manger, ils ont inventé des outils. Donc voilà, et à un moment donné, ils ont inventé la maîtrise du feu. Et ça demande énormément de capacité cognitive. Donc il y a eu des tas d'inventions comme ça au cours du temps qui sont aussi importantes que ce qu'on peut inventer aujourd'hui. Donc, je crois que c'est ça aussi qui montre qu'il n'y a pas de société inférieure, d'humain inférieur par sa couleur, que tout ça, en fin de compte, c'est des constructions idéologiques. Et donc, je crois que ça, c'est extrêmement important de voir ça. Puis, je voudrais revenir sur cette question, parce que la pauvre préhistoire, elle est souvent maltraitée ou pas traitée d'ailleurs, dans les livres scolaires, parce que plus ça va, de toute façon, même l'histoire, bientôt, il y a presque plus d'histoire qui sera enseignée. Et ça, c'est regrettable. Parce que je crois que là, ça suscite plein de débats, surtout en ce moment. On peut parler à travers de la préhistoire, on peut parler de l'évolution. Et donc, de montrer qu'en fin de compte, voilà, on peut remettre en question le créationnisme, parce que voilà, les preuves que l'on a, etc., de montrer qu'il y a autre chose et que c'est pas, voilà, que les humains ont un rôle dans l'évolution des choses, que c'est pas, on n'attend pas du ciel. Et je crois qu'il y a plein comme ça de sujets qui peuvent être abordés, et que si on met dans les livres scolaires déjà des aspects comme ça, et qu'on arrête de montrer des espèces de gars qui sont vêtus avec des peaux de bêtes dans des cavernes, je veux dire, non, ça changera, parce que rien que quand on voit, je ne sais pas si vous avez été visiter, par exemple, Lascaux ou la grotte Chauvet, c'est extraordinaire. Toute la symbolique qu'il y a derrière, toute la technique, bien sûr, mais aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que ça montre la complexité déjà de ces époques-là. Et donc, ça relativise aussi le fait que nous soyons, voilà, qu'on se prenne un peu trop, à mon avis, au sérieux. On n'est qu'un maillon dans cette histoire-là. Après, derrière, de toute façon, si on suit ce cheminement, on sera inférieur aux sociétés dans 2000 ans. Hein. Donc, enfin, si on est encore là. Mais donc, c'est pour ça que c'est quand même très, très important de s'appuyer sur la préhistoire pour aborder des sujets sans en avoir l'air, parce que c'est très ludique, de société. Et je crois qu'il faut le faire. Et les images, alors là, je vous rejoins. Les images, c'est extrêmement important. Et là aussi, si on continue à montrer des livres où là aussi on raconte n'importe quoi, ou des documentaires où on poursuit dans les stéréotypes, c'est vrai, et de montrer plus de femmes dans certaines activités et peut-être un peu moins de femmes dans certaines autres activités. Oui. Voilà. Bon, je pense que ça peut être intéressant pour faire changer les choses. Isabelle Matamoros, dans un champ comme l'histoire de la lecture des femmes, sans grande figure de lectrice, finalement, ça sert à quoi tout ça? Alors, en quelques instants, avant qu'on passe la parole à la salle. Moi, je suis assez d'accord avec Louis Pascal. Enfin, alors, les grandes figures et les modèles, c'est bien. Effectivement, c'est bien. Et je pense qu'en histoire, et notamment en histoire des femmes et du genre, on doit passer par là. Enfin, on est passé par là. Et c'est normal, hein, pour visibiliser des actrices, et des actrices pour le coup importantes. Hein, là, on parle de Marie Curie, mais qu'il ne faut évidemment pas s'arrêter là. Parce que c'est un frein aussi. Enfin, c'est un frein à aller plus loin, à aller voir d'autres manières de faire, d'autres actrices qui, effectivement, n'ont pas forcément eu des parcours, des trajectoires qu'on peut qualifier, enfin qu'on qualifie un siècle ou 2 siècles après d'exceptionnels.
mais qui sont là, en fait, et qui ont eu des trajectoires qui nous permettent d'interroger tous ces mécanismes d'invisibilisation et de domination. Et après, on n'a plus le temps là d'entrer dans les détails, mais en fait, quand on cherche au-delà de ces grandes lectrices, par exemple, quand on pense au 19e siècle sur ces questions-là, ça pourrait être George Sand, qui a écrit une autobiographie qui est considérée comme la première autobiographie féminine, qui en plus a été une romancière et une journaliste extrêmement prolixe, très reconnue de son époque. Et dans son autobiographie, effectivement, elle a des pages qui sont les pages citées par absolument tout le monde, sur des pages magnifiques sur la lecture et sur son apprentissage de la lecture et sur comment la lecture l'a formée intellectuellement. Il lui a ouvert les portes de la connaissance. Mais, et donc, évidemment, il faut en passer par George Sand, mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à elle, il faut aller voir ailleurs. Merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés à cet exercice de la table ronde et du rebond, qui n'est pas forcément facile. Ce que je vous propose, c'est que l'on prenne maintenant des questions en provenance de la salle. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est prévu pour circuler. Ouais, parfait. Et donc, je vous demanderai d'y répondre de manière assez courte, qu'on puisse avoir plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des questions donc, dans la salle? Soyez pas timide. Nous, on ne voit rien, hein, donc il faut distribuer le micro. Oui, merci à tous les quatre. Moi, j'ai une question plus pour comment on crée ça maintenant dans le 21e siècle. Parce que, donc on voit bien qu'il y a tout un processus à faire pour finalement déconstruire ce qu'on a appris et puis rendre visibles les femmes tout au cours de l'histoire. Et est-ce que vous pensez vraiment que ce sera suffisant? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi de plus pour que ça change plus vite? Alors, qui veut répondre à cette première question? Je veux bien. Sur le fond des choses, le but, c'est effectivement de faire prendre conscience qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a une construction. Donc c'est plus, on peut même, autour de la personnalité de Marie Curie, montrer les obstacles auxquels elle se heurte. Et à ce moment-là, à quoi cela renvoie? Donc on peut très bien transformer le personnage en autre chose qu'une héroïne que l'on porte au pinacle, mais en une femme qui vit au jour le jour et qui a un certain nombre d'obstacles à franchir. Parce que la société de l'époque la renvoie à tel ou tel de ses stéréotypes, à telle ou telle de ses constructions. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Paul Langevin alors qu'elle est veuve, eh bien, si vous regardez les journaux de l'époque, l'adultère est considéré comme commis par elle et non pas par Paul Langevin. Ça a failli lui coûter le prix Nobel même. Hein. Pardon ? Ça a même failli lui coûter le prix Nobel. Oui, c'est intéressant de faire lire la lettre qu'elle écrit au comité Nobel alors qu'elle est en route pour Stockholm et qu'on vient de lui dire, bon, écoutez, compte tenu des circonstances et du procès que vous allez avoir, ne venez pas et renoncez au prix Nobel. Elle dit, mais voilà, c'est des choses qui concernent ma vie privée et ma vie privée n'intéresse pas le monde scientifique. Je suis nommé au prix Nobel pour la découverte du polonium et du radium. Ça n'a rien à voir avec la vie personnelle que je mène avec mes filles ou avec quelqu'un qui m'est prêté comme un amant, puisqu'elle a toujours dit que ce n'était pas vrai. Bon, on lui laisse le droit de le faire, même si dans les minutes du procès, on a suffisamment de preuves. Oui. Oui, je voudrais ajouter quelque chose parce que là, on parle des célébrités, en quelque sorte. Enfin, pas pour mes femmes préhistoriques qui ne sont pas célèbres, mais en réalité, je pense aussi ce qu'il faudrait montrer, et ça, c'est à toutes les époques, c'est que les femmes ont porté à un moment donné, presque pas la nation, ça fait un peu, mais on portait, on a vu pendant les guerres, mais aussi des femmes dans l'agriculture, dans les femmes, voilà, on montre toujours, on cherche,
Mais il y a des moments, les femmes, enfin pas des moments, elles ont toujours été présentes. Elles ont porté des foyers. Dans beaucoup de foyers, il y avait plus l'homme parce qu'il mourrait plus tôt. Et elles portaient tout ça. C'est-à-dire que aussi, il faudrait montrer toutes ces humbles qui, en fin de compte, ont tenu le choc, ont fait des métiers d'hommes. Voilà, pour le remplacer leur mari qui était décédé, par exemple, etc. Qu'à des moments, elles ont été... Et ça, ce qu'on ne montre pas non plus assez. On a l'impression que tout a été fait toujours par les hommes qu'on portait comme ça, qu'on fait, que les choses ont avancé. Mais en réalité, même, là aussi, c'est revoir, on parlait de l'histoire, mais moi, c'est un peu aussi désastreux qu'on soit toujours à regarder tel personnage, parce que c'est soi-disant un personnage important, et d'oublier le reste. Parce qu'en oubliant le reste, il y a justement beaucoup de choses qui ont été réalisées par les femmes. Les mobilisations, on parle très peu quand même des mobilisations des femmes, bon, à part Olympe de Gouges. Mais sinon, quand on regarde un peu de près, les mobilisations des femmes pendant la Révolution, mais c'est énorme. C'est énorme. Elles se battent, elles font des choses partout dans les comités, en province. Donc il y a aussi tous ces invisibles, justement, là. Il y a une mobilisation avant. Hein, voilà, avant, bien sûr, là je parle de ça, mais tout le temps. Moi, une autre période que je connais bien, c'est les Celtes. Chez les Celtes, les Gaulois, comme on les appelle chez nous, les Celtes, la femme chez les Celtes, vaut mieux être une femme pendant cette période-là qu'au 19e siècle. Parce que là, je veux dire, la femme a plus de place, elle est reconnue, et elle va même à la guerre lorsqu'elle n'a pas d'enfants, elle va même à la guerre, faire la guerre quand il y a des conflits. Donc je pense qu'il y a aussi de montrer voilà, qu'elles sont là et de les rendre visibles justement dans les textes scolaires, dans les documents, pas seulement... que justement les grandes figures, redonner leur juste place d'ailleurs à ces grandes figures, mais aussi où ces savantes qui ont été mis un peu comme ça derrière les hommes. Et je pense qu'il y a aussi de montrer que elles ont tenu, les femmes ont à beaucoup de moments, elles ont tenu un peu, on va dire, les reines de la maison, quoi. Et ça, je crois que ça serait aussi important, de ne pas dévaloriser le fait que, malheureusement, parce qu'elles n'ont pas pu accéder, surtout chez les pauvres, accéder à la lecture, à tout ça. Mais dans tous ces milieux, il faut voir aussi ce qu'elles portaient, comment elles ont tenu les choses. Je crois que, voilà, je pense que là aussi, c'est important de les montrer. Isabelle, sur cette question, ou sinon on passe à une deuxième Non, je suis assez d'accord avec mes collègues. Le consensus règne. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Je suis étranger, donc une chose que je me demande tout le temps, c'est que ici en France, quand on parle de la discrimination contre les femmes, les différences de genre et tout, on parle toujours d'aller vers l'égalité. Pourquoi on ne parle pas de l'équité? Alors on reste sur des réponses courtes, même quand on se positionne dans des champs qui sont aussi vastes, égalité ou équité. Il me semble que le principe d'égalité, c'est un principe politique. Donc c'est un choix politique. Alors que l'équité, je le relève plus du côté de la morale. Donc c'est pour ça que je suis un peu gêné pour vous répondre de manière plus précise. Sauf si vous précisez votre question. Vous avez... En fait, ailleurs, pas en France, dans les pays anglophones, on parle toujours d'équité. Pas d'égalité parce que les équités viennent avec la justice. Donc c'est de donner à les groupes qui sont plus discriminés plus de soutien par rapport à les autres groupes. Quand dans l'égalité, on essaye de donner tous la même opportunité. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Oui, moi, je comprends votre question et je suis assez d'accord sur le terme que de temps en temps, on galvaude le mot d'égalité, alors que ça serait plus, à mon avis, plus sérieux de parler d'équité. Je prends simplement, j'évite de parler de société égalitaire. Pour la préhistoire, je parle de société équilibrée, voilà, équité. Parce que c'est vrai que ça ne veut pas dire grand sens. Il vaut mieux une société
Là, l'équité, normalement, elle est pour contrebalancer un problème à la base. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez, je prends un handicap, etc., on va ramener, notre société, en tout cas, devrait le faire, d'enlever cet handicap, entre guillemets, c'est-à-dire de faciliter à cette personne, voilà, de ramener. Et c'est pas en termes d'égalité qu'on peut parler. Je pense que c'est plus d'équité. Mais c'est vrai que c'est toujours un débat parce que est-ce que les termes, là aussi, sont toujours bien choisis? Mais moi, je suis assez d'accord que pour certaines sociétés, mais moi, là, je parle plutôt d'équilibré, d'équité, plutôt que d'égalité. Ça, je suis d'accord avec vous, parce que de toute façon, sur la planète, on n'est pas égaux. Hein. Il y a des égaux comme des écoluches, des égaux plus égaux que d'autres. Hein. Donc, je pense que c'est vrai que c'est toujours gênant. Et je pense que quand on regarde d'autres pays, etc., voilà, si on est né là, dans telle région, dans tel pays, dans telle famille, voilà, c'est déjà, il n'y a pas d'égalité. Et donc, il faut ramener, par l'équité, il faut ramener à Non, mais quelque c'est parce chose qu'on est sur d'équilibré. un principe universaliste. Ouais, Derrière, il y a quand même une philosophie d'ensemble qui est... alors que derrière équité, on est plus dans la complémentarité, dans l'antidiscrimination, etc. Donc je pense que oui, ben c'est ça. Mais cette, est-ce que je me demande si des fois les termes ne seraient pas plus justes de dire équité dans certains moments, hein, je parle, plutôt qu'égalité. Parce que je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas d'égalité de toute façon actuellement sur la Terre. Selon l'endroit où vous naissez, c'est déjà pas la même chose. Hein. Donc, Isabelle. Ouais, je pense que pour répondre, pour continuer à répondre à la question qui était aussi le pourquoi aussi d'un point de vue de l'histoire, la Révolution française, c'est quand même l'un des grands principes de la Révolution française, qui est à la fois effectivement un principe philosophique et qui se traduit dans le droit. L'égalité, c'est une égalité d'accès en termes en droit, et qu'aujourd'hui, si en France on est si attaché à ce mot-là, c'est qu'on n'a pas clos en fait la période révolutionnaire. Enfin, on n'a pas clos en fait. Ça reste un horizon politique et philosophique qu'on espère atteindre à tout prix et qu'on a de temps en temps du mal à. Voilà. Alors, il y a une autre question. On va vous passer un micro. Oui, alors juste avant moi, j'avais une question. Au fond, quand on vous écoute, on a quand même donc l'impression que les femmes ont eu des rôles importants tout au long de l'histoire et que c'est surtout une question de redécouvrir ces rôles et de les apprendre. Vu l'urgence justement de la situation, est-ce qu'il y a des programmes de recherche qui sont faits pour encourager les recherches dans ces domaines, justement, comme vous faites, mais pour redécouvrir et requantifier en fait le rôle des femmes dans les différentes disciplines et en sciences, en histoire, etc. Et dans l'histoire, je veux dire, mais comme il pourrait y avoir des programmes pour le Covid ou, ou pour d'autres questions. Alors en histoire, il n'y a pas vraiment. On a fait un bond en arrière. Qu'on est urgent en fait que notre que la recherche en histoire est très urgente. Mais je pense que par contre, il y a des nouveaux champs de recherche en histoire qui sont très intéressants à explorer, et notamment en histoire des sciences et des techniques, qui restait quand même, peut-être que vous allez me contredire hein, tous, mais un champ longtemps fermé à l'histoire des femmes et du genre, parce que en fait, c'était surtout l'histoire des sciences, l'histoire des disciplines, une histoire plutôt intellectuelle, et qui s'intéressait aux grands hommes, aux grandes découvertes ou aux grands textes. Et aujourd'hui, depuis on va dire une bonne quinzaine d'années, il y a vraiment un tournant en histoire des sciences qui, à la fois, ce qu'évoquait déjà tout à l'heure Louis Pascal, à la fois montre que en fait, les sciences ne se font pas que, je sais pas, dans un tout petit laboratoire de quelques hommes à l'université, mais qu'il y a tout un monde informel en fait, de personnes qui travaillent autour des réseaux, enfin, voilà, des sociabilités, et que dans ces espaces là du savoir, il y avait et il y a toujours eu beaucoup de femmes, sauf qu'elles sont souvent occupées des positions secondaires ou subalternes, ou en tout cas elles ont été ensuite invisibilisées. Et l'autre domaine,
là pareil, peut-être que Benjamin, tu vas me contredire, c'est... Moi, je ne contredis personne non, mais cette table ronde. En tout cas, me compléter sinon ma réponse, c'est que l'autre tournant, c'est que cette histoire des sciences intègre aujourd'hui justement la question des techniques et même des savoir-faire. Et donc, en fait, on ouvre... voilà, on essaye... En essayant de contrebalancer en fait, les hiérarchies qu'il y avait pu avoir entre les sciences d'un côté et quelques sciences en plus, et les techniques et les savoir-faire, et où là, pareil, on trouve, je pense, beaucoup de femmes. Oui, juste pour compléter, le tournant consiste à remettre en question des hiérarchies qui étaient admises jusque-là, que ce soit la hiérarchie des disciplines qui suit la montée en abstraction, qui est héritée du rationalisme occidental, mais également la hiérarchie des genres, qui voit les réalisations des hommes systématiquement comme étant des réalisations de premier plan. On a parlé de l'effet Mathilda, donc oui, il y a un virage. Alors maintenant, la déploration, bien entendu, on manque d'argent et de volonté de soutenir ces grands... Il y a, me semble-t-il, deux choses. Du côté de l'université, les conditions sont telles que le nombre de postulants à la recherche serait particulièrement élevé, mais les moyens derrière sont quand même plus que déficients. Donc il y a déjà une réalité. Ensuite, pour ce qui concerne l'enseignement à proprement parler de l'histoire aux jeunes gens et aux jeunes filles, on est un des rares pays à avoir ce qu'on appelle un choix national, défini d'ailleurs par l'exécutif dans notre pays. Donc ça fait l'objet de négociations. Et dans les négociations, eh bien, c'est des rapports de force et des rapports de réseau qui font que pour arriver à introduire tel ou tel domaine ou lui donner sa place, c'est quelquefois il faut vaincre un rapport de force qui n'est pas évident. Et voilà, on vient de voir que dans les programmes qui ont été refaits pour le collège en particulier, on a fait un petit bond en arrière pour ce qui concerne l'histoire des femmes et du genre, alors qu'on avait un peu plus avancé à d'autres moments. Donc là aussi, il y a des fluctuations qui sont liées à des rapports politiques qu'il ne faut pas négliger et qui sont un petit peu notre culture proprement française, nos habitus proprement franco-français. Il y avait une question juste devant. Je voulais parler du CNRS. Ah, bah alors, vas-y, oui. si tu veux parler du CNRS. Oui, c'était pour répondre à cette question. Par exemple, le CNRS, on a reçu là, pas mal de lettres et pour dire il faut quand même qu'on améliore la visibilité des femmes au CNRS, parce que ce qui se passe au CNRS, alors là, je parle toute discipline confondue, et il y a des divergences au sein, mais je ne rentrerai pas dans les détails. C'est qu'en fin de compte, à l'entrée, il y a quasiment égalité des hommes et des femmes, un peu plus les femmes, mais c'est ce qu'ils appellent, il y a l'effet gouttière. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on perd des femmes plus on monte dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pyramide. Et donc, si vous voulez, après, pour arriver jusqu'en haut, on a de plus en plus d'hommes. Et après, on n'a plus uniquement des femmes. D'ailleurs, actuellement, c'est un homme qui est le directeur du CNRS. Et ce qui est intéressant de voir dans cet effet gouttière, c'est de dire, oui, mais en fin de compte, on ne comprend pas, parce que dans la lettre, les lettres qu'on avait reçues, on ne comprend pas parce qu'en fin de compte, les concours ou bien les promotions, tout ça, c'est ouvert aux hommes et aux femmes. Mais il n'y a pas assez de femmes qui se proposent. Alors là, c'était un peu pernicieux parce que, en fin de compte, dans beaucoup de moments, si vous voulez, de choix, etc., on s'aperçoit quand même que c'est monopolisé, c'est presque du cooptage. Alors, quand il y a beaucoup d'hommes, évidemment, ils vont coopter plutôt des hommes, et que c'est pas forcément parce que les femmes veulent pas y aller. On dit oui, mais parce qu'elles préfèrent avoir plus de temps, s'occuper de ses enfants, je sais pas quoi. Donc elles prennent pas de responsabilité. C'est un peu ce qu'on nous dit. Mais en réalité, je crois que justement aussi, il faut que les femmes, pas seulement les hommes, mais que les femmes aussi se persuadent qu'elles peuvent accéder à ça. Parce que là aussi, il y a tellement dans le cerveau de beaucoup d'entre nous encore se dire, est-ce que je vais être compétente? Est-ce que je vais y arriver? Alors que les hommes, en tout cas moins souvent, se posent cette question. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut vaincre. C'est-à-dire revenir sur le fait qu'il n'y a pas de différence de capacité cognitive, d'intellect entre les hommes et les femmes. Et que c'est qu'une question aussi d'apprentissage, de culture. Et donc là, je crois que c'est quelque chose qui
qui est important de casser ce mécanisme. Mais d'un autre côté, on s'aperçoit que toutes les médailles d'or du CNRS, je peux vous dire qu'il y a eu très peu de femmes Oui. depuis que ça existe, alors qu'il y a quand même beaucoup de femmes. Donc, vous voyez, c'est des jeux un peu compliqués et on a l'impression que les choses avancent, puis ça fait plutôt des fois un peu de va-et-vient, quoi. C'est-à-dire qu'on avance, on recule. Et puis, mais je crois que surtout, il faut que aussi les femmes pensent que non, elles peuvent y arriver, elles sont compétentes. Et moi, j'ai entendu, je voulais le dire, parce qu'on parle beaucoup là des hommes, bien sûr, mais il y a aussi, il y a eu tellement de pression, et encore maintenant dans la société, comme on l'a dit pour une candidate aux élections, qui va garder les enfants. Alors évidemment, quand on vous sort des choses comme ça, bon... Et donc, mais je pense qu'il faut casser ça en disant non, il n'y a pas de raison, il faut y aller, il faut aller dans les sciences. Hein. Là, on a un problème de femmes dans les sciences. Hein. Nous, on le voit bien. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Elles ne sont pas plus incapables que les hommes. Et je crois que c'est important aussi de promouvoir ça. On va prendre une toute dernière question. J'ai à cœur de ne pas allonger démesurément la journée de nos équipes d'organisation dont on remercie le travail. Donc, je vous demanderai d'y répondre en quelques mots. Il y avait une question là devant. Merci. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. D'abord, c'était très, très intéressant, notamment les expériences et les exemples que vous avez cités les uns et les unes et les autres. Et donc, j'avais trois petits points. D'abord, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et notamment sur... on va dire la démocratisation de l'accès aux sciences par les femmes. Il existe l'Institut Émilie du Châtelet, que vous connaissez certainement, puisqu'il y a donc Eliane Viennot, Joël Viels et puis Evelyne Père, donc, qui, chaque mois propose des colloques et des réflexions sur les femmes et le numérique, par exemple, un certain nombre, les femmes instrumentistes en France, etc., donc qui permet d'avoir des échanges entre chercheurs et chercheuses. Bon, ils sont un petit peu orphelins, d'après ce que j'ai compris, d'une université qui voudrait bien les accueillir pour qu'elles puissent recevoir l'allocation qui leur serait destinée. Apparemment, il n'y a aucune université, parce qu'elles étaient hébergées anciennement au MNH, mais donc il y a eu des problèmes, et tout ça, c'est aussi des questions politiques. C'est des femmes qui ont constitué l'Institut Émilie du Châtelet, qui elle-même était scientifique, pour mettre en avant ces femmes scientifiques très peu connues, au-delà de Marie Curie. Alors ça, c'était ma première petite information. Et puis, donc, dans ma deuxième question, c'est justement, vous avez parlé de rendre visibles les femmes qui sont les femmes du commun, en fait, dans les métiers, etc. Est-ce que, justement, le langage ne serait pas une porte, et notamment dans la réintroduction de ces titres de métiers qui ont été féminisés, qui ont été évacués de la langue française, et qui serait très bien de remettre au goût du jour. D'ailleurs, j'étais très contente, très heureuse d'entendre autrice et non pas auteure, qui est un barbarisme sans nom. Voilà, donc ça c'est ma deuxième question. Sur les noms. Auteureux, c'est un moyen d'invisibiliser. Voilà, tout à fait. Puisque la prononciation laisse flotter un goût de référence au masculin. Donc, non, il y a tout à fait possibilité. Je pense qu'il n'y a pas que la discipline histoire qui pourrait le faire, parce qu'il suffirait d'aller rechercher un certain nombre de textes anciens, bien entendu, avec des éléments de traduction pour faire travailler des élèves sur le langage et différenciation langagière. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on en trouve dans certaines pièces des auteurs du XVIIe, y compris chez Molière, mais les publications qui ont été faites ont transformé souvent le terme. Donc on ne retrouve pas le terme originel qui a été écrit. Donc c'est un petit peu dommage. Là aussi, il faut que les éditeurs reviennent au texte d'origine. Alors, on me dit toujours, ce propos que j'ai déjà tenu devant des éditeurs, on me dit toujours que ça ne se vendrait pas, ou que ça serait difficile.
Oui, mais c'est difficile de faire des maths, c'est difficile de faire de la physique, c'est difficile de faire de l'anglais ou du français. Donc je ne vois pas où est réellement le problème. Je pense que c'est plus là aussi un stéréotype qui circule. Marilène Patou-Matisse là-dessus? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que les mots ont de l'importance. Et que je ne vois pas pourquoi on se traîne, excusez-moi l'expression familière, encore les droits de l'homme, pourquoi pas les droits humains, hein. Franchement, à un moment donné, ça suffit, quoi. Surtout qu'on a l'exemple aussi des anglo-saxons, où quand même, voilà, qui nous permettent de dire, eux, j'emploie bien ce terme-là, pourquoi nous, on ne le mettrait pas? Mais c'est clair que ça changerait quand même aussi beaucoup de choses, parce que ça paraît tout anodin, mais c'est très important. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je l'ai souvent dit, je ne vois pas pourquoi on ne dit pas les droits humains, tout le monde comprend. Hein. Je dis, ah oui, mais non, les gens ont droit... non, je pense que c'est important. Isabelle, pour le mot de la fin, et ensuite on arrêtera là. En fait, je peux qu'acquiescer et juste rebondir sur Émilie du Châtelet. Effectivement, il y a eu, c'est très bien tout ce qu'elle et ils ont fait. Et on voit que c'est aussi une question très politique parce que Émilie du Châtelet, l'Institut Émilie du Châtelet, ça a aussi pendant plusieurs années financé des thèses, des allocations doctorales et des allocations post-doctorales en études de genre, toutes disciplines confondues, et que voilà, ça s'est arrêté au changement de majorité. Donc on en revient sur le problème politique. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir assisté à cette première rencontre de la rentrée de l'égalité. Je vous rappelle que tout cela continue demain et après-demain. Merci à nos intervenantes et à nos intervenants de s'être prêtés au jeu. Un grand merci également aux équipes d'organisation grâce auxquelles ces événements sont possibles. Et j'espère vous revoir nombreux dès demain pour la deuxième session de cette rentrée de l'égalité. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.